Rebonjour, merci d'être resté. Je sais que c'est déjà tard dans l'après-midi. On espère quand même maintenant d'avoir cette deuxième session sur un sujet qui est maintenant un peu au-delà de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vous avez vu, on a discuté de ce matin, on a entendu les politiciens. Vous avez vu en Suisse, on a un changement, on a un nouveau message, on a un défi pour changement en énergie d'avoir sortir du nucléaire. C'est un défi énorme, comme c'était expliqué. En France, vous sortez encore pas du nucléaire, peut-être ça va venir un jour, on ne sait pas, mais vous diminuez de 75% à 50%. Et puis on a entendu la ministre nous expliquer aussi que justement c'est important pour la France. Vous avez vu aussi l'explication que, en principe, ce qui se passe en France est lié très étroitement avec tout ce qui se passe au niveau européen. Et puis, c'est certainement une des questions qu'on va aussi adresser ici, c'est quel est le lien avec l'Europe. Maintenant, pour cette session ici, pour cette table ronde, et puis là, cette fois, on a plus de temps pour les discussions, il y a moins de personnes, malheureusement, on n'a que des hommes sur le panel. Alors, les dames dans la salle, vous êtes après, on va avec priorité vous donner le micro pour poser des questions, pour donner des commentaires. C'est un peu dommage, je sais, mais voilà, c'est comme ça. Alors, quel est le but de cette session? Alors, on va d'abord un peu les règles du jeu. Alors, les règles du jeu, c'est qu'on a 7 personnes sur le panel. Ils vont donner un statement, une introduction de 5-6 minutes, et puis ils restent assises où ils sont. C'est pour lancer un peu le débat. Et puis le débat, justement, et puis là, j'aimerais revenir un peu maintenant sur le but de la conférence. Le but de la conférence, c'était finalement de discuter Rhône-Alpes et puis Suisse romande. Ou c'est Rhône-Alpes, Valais, et puis si on le dit mal en anglais, c'est Rhône-Alpes, Valais. Alors, un petit jeu de mots là. Alors, on aimerait certainement entendre un peu quelque chose là-dessus. Mais alors, les premiers statements, c'est pour lancer un peu le débat. J'aimerais savoir un peu de ces personnes ici. Est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous faites quelque chose? Bon, d'abord, présenter qui vous êtes, l'organisation. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des enjeux avec la région Rhône-Alpes ou de l'autre côté avec, en principe, la Suisse romande? Et puis après, j'aimerais lancer un débat avec vous. Et puis le débat, d'abord, la première question qu'on aimerait aborder, c'est la question sur l'identité des régions. Ou disons peut-être le besoin. Est-ce que vous voyez un besoin de coopérer entre ces deux régions? Finalement, on a la conférence aujourd'hui. La ministre française nous a dit « mais ça, il faudrait continuer, c'est la première fois, mais j'espère pas la dernière fois ». Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'il y a ce besoin? Et puis après, la deuxième question que j'aimerais qu'on traite, c'est s'il y a ce besoin, alors comment promouvoir? On est, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes ici. Alors, si on décide de quoi que ce soit, personne ne va le savoir. Alors, comment promouvoir? Et puis, la troisième question, c'est surtout après aussi sur quelles sont les mesures à entreprendre que d'ici d'une année, 2 ans, 3 ans, on a vraiment quelque chose qui se développe dû à cette conférence d'aujourd'hui. Voilà. Alors, ça, c'est un peu sur le déroulement justement de ce soir, maintenant, sur cette conférence. Et puis, je commence cette fois ici, tout à gauche, de vous, tout à la droite, c'est M. Patrick Barbet. M. Patrick Barbet, il est rentré en fonction, il est directeur de Innovo. Il va certainement nous dire ce qui est Innovo. Il vient de rentrer en fonction fin mars, parce qu'en principe, c'est là que Innovo était créé pour organisation un peu fêtière de l'innovation dans la région du canton de Vaud. Et puis, je m'abuse peut-être si je dis que c'est le monsieur innovation, d'une certaine manière, ou aide à l'innovation, monsieur l'innovation du canton de Vaud. Alors, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Innovo? C'est une plateforme de soutien à l'innovation dans le canton de Vaud. J'en suis le directeur, je suis impliqué dans le projet depuis plus d'une année et demie, puisqu'il y a eu toute une préparation avant le lancement d'Innovo. C'est donc une initiative du canton de Vaud et de 2 départements qui sont le département de l'économie et du sport, mais aussi le département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Et c'est cette double parenté qui est très intéressante, puisque l'innovation naît de la rencontre de ces 2 mondes, du monde de l'enseignement, des instituts d'enseignement et de recherche, et puis de l'économie pour la réalisation de cette innovation en produits, en services
concret. Les membres fondateurs d'Innovo sont les technopoles, les parcs d'innovation vaudois, et puis également la Fondation pour l'innovation technologique, dont je vous reparle dans un petit instant. La mission principale d'Innovo, c'est d'être la porte d'entrée pour les projets d'innovation du canton de Vaud. Donc pour soutenir ces projets, qu'ils se passent dans les instituts d'enseignement et de recherche, au sein de start-up, de PME ou même de grandes entreprises. L'objectif, c'est de fédérer les acteurs existants du soutien à l'innovation, et il y en a beaucoup. Les entrepreneurs présents ici pourront en témoigner, c'est complexe de trouver le soutien approprié. L'objectif d'Innovo, c'est d'être l'accélérateur dans ce domaine. C'est de façon à ce que les entrepreneurs, les porteurs de projets perdent moins de temps à rechercher des soutiens et puissent investir ce temps dans la réalisation de leurs projets. Les domaines prioritaires sont ceux du canton. Il y a bien sûr l'IT, les sciences de la vie, l'industrie de précision et les clean tech, le développement durable. Donc c'est parfaitement dans le sujet. Alors, par quels moyens est-ce qu'on accélère l'innovation, vous allez me demander? Alors, nous avons plusieurs outils à disposition dans le domaine du coaching, avec les réseaux de coachs existants qui ont fait leurs preuves au travers des années. Dans le domaine de l'hébergement, évidemment, avec 7 parcs d'innovation dans le canton de Vaud, chacun avec des spécialisations, on peut trouver l'endroit le plus approprié pour le développement d'un nouveau projet. Et puis, le financement, le nerf de la guerre, bien sûr. Et c'est là où la plateforme Innovo apporte de nouveaux instruments de soutien au travers de la Fondation pour l'innovation technologique, qui est une partie de la plateforme Innovo. Alors, je passe rapidement sur ces 3 soutiens, puisqu'ils sont assez clés dans la thématique d'aujourd'hui. Il y a d'abord un soutien à des mécanismes de bourse dans les hautes écoles. Les gens de la région connaissent les InnoGrants à l'EPFL et la bourse HEIG VD à Yverdon. C'est un mécanisme par lequel des diplômants ou des collaborateurs des hautes écoles peuvent se faire payer un salaire par l'établissement pendant une année pour réaliser le prototype, pour parvenir au stade où ils sont prêts à commercialiser leur innovation. Deuxième mécanisme de soutien, c'est des prêts sans intérêt de 100 000 francs suisses qui sont faits à des porteurs de projets qui créent leur start-up. Ces prêts peuvent être octroyés jusqu'à 12 mois dans l'existence d'une start-up. Et puis, tout nouveau maintenant avec Innovo, un nouveau type de prêt, dit early, qui peut être donné à des entreprises qui sont plus avancées. C'est pour combler un vide dans l'évolution des start-up, qui ont souvent de la peine à trouver le financement pour leur croissance, pour s'équiper, pour conquérir de nouveaux marchés, justement au moment où elles commencent à avoir du succès. Ce mécanisme-là fonctionne avec un matching lors d'un tour de financement, c'est-à-dire que pour 1 franc d'investissement, il peut y avoir un prêt de 1 franc. Donc jusqu'à 500 000 francs, si la start-up trouve des investisseurs pour 500 000 francs, on peut lui prêter 500 000 francs. Voilà donc les mécanismes qui existent et qui s'appliquent aussi au domaine du développement durable qui nous occupe aujourd'hui. Sur la thématique de la Rhône-Alpes-Vallée, plus particulièrement pour les entreprises dont nous nous occupons dans le canton de Vaud, moi je vois un grand intérêt par la taille du marché. C'est clair qu'en Suisse, on peut penser que le marché est très grand avec nos 850 distributeurs d'électricité, mais face à un investisseur, pour le convaincre, par exemple, d'investir dans sa start-up, ça a quand même plus d'impact de pouvoir lui montrer des clients qui se trouvent de l'autre côté de la frontière, qui se trouvent à une certaine distance. C'est quand même une démonstration de viabilité. On dit toujours, encore mieux qu'un investisseur, c'est un client. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va certainement revenir un peu sur des questions, justement, sur ce que Innovo fait. Alors, merci beaucoup. La deuxième personne qui va nous raconter un peu des activités qu'ils ont, c'est Régis Pouillet, de la région Rhône-Alpes, et puis c'est la direction de climat, environnement, santé et puis énergie. Vous avez vu ce matin dans plusieurs des présentations que Rhône-Alpes se voit comme un nœud important en France pour la production d'énergie. Alors, s'il vous plaît, M. Pouillet. Oui, bonjour.
Tout d'abord, je vais excuser Brigitte Ducourtil qui devait intervenir, que je remplace. Moi, dans mon intervention, je voulais vous présenter deux initiatives, deux nouveaux dispositifs que met en place la région Rhône-Alpes pour illustrer un petit peu comment elle essaie d'innover sur ces questions d'énergie. Comment elle essaie d'innover pour répondre à ces objectifs politiques qui sont ambitieux. Vous avez pu l'entendre ce matin. Le premier dispositif que je voudrais vous présenter, c'est un dispositif qui s'appelle OSER. OSER, ça veut dire opérateur de services énergétiques régional. C'est l'idée de sortir de son intervention classique en subvention. La région, comme toute collectivité locale, classiquement, elle intervient en versant des subventions. Ce qu'on sait bien faire, hein, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, notamment pour la recherche et pour l'innovation, mais ce qui montre aussi certaines limites. Et donc, à travers ce dispositif OSER, on essaie d'intervenir différemment pour avoir des effets de levier notamment plus importants. Donc OSER, c'est un nouvel opérateur, c'est un outil qui sera partenarial, donc qu'on va construire avec d'autres collectivités locales qui partagent des ambitions comparables, et puis avec des partenaires privés. Et il va être doté, cet opérateur régional, progressivement de différents outils. Le premier outil qu'on a créé, c'est un outil qui s'appelle la SPL Efficacité énergétique, qui est une nouvelle entreprise, une nouvelle société publique qui va investir sur le champ de la rénovation énergétique globale. C'est un champ aujourd'hui où on sait qu'il y a beaucoup à faire, mais sur lequel il y a très peu d'opérations. Rapidement, hein, c'est de la rénovation de bâtiments en intervenant à la fois sur les équipements énergétiques, mais également sur les enveloppes du bâti. Donc cette SPL, elle se propose d'intervenir sur ce nouveau champ, sur ce nouveau marché, où aujourd'hui, finalement, il y a très peu d'acteurs, y compris privés. Donc la région a eu la volonté de créer cet outil pour faire ses premières opérations de rénovation énergétique globale, pour un peu stimuler l'offre, stimuler la demande et faire en sorte que ces premières opérations puissent créer de nouveaux marchés. Deuxième outil d'OSER, c'est un fonds d'investissement. Donc là encore, on sort de la logique de subvention, on passe dans une logique d'investisseur où, aux côtés d'établissements financiers, la région Rhône-Alpes va créer un fonds qui va se spécialiser dans la production d'énergie renouvelable décentralisée. On a vu en début d'après-midi que ce type de projet était complexe. Il est aussi complexe d'un point de vue économique. Et donc la région crée un fonds dédié pour mettre en place ce type d'investissement. Donc voilà, la première initiative, c'était ce nouvel opérateur. La deuxième initiative, c'est un appel à manifestation d'intérêt qu'on est en train de constituer. Qu'on est en train de lancer en 2013, qui s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt TEPOS. TEPOS, ça veut dire territoire à énergie positive. Donc là encore, on décide d'intervenir différemment. Principalement, nous, à la région, on a l'habitude d'intervenir par filière. On va soutenir les énergies renouvelables, on va soutenir l'efficacité énergétique, on va soutenir les transports. On sait bien que ce mode d'intervention n'est pas totalement adapté quand même aux problèmes d'énergie qui nécessitent des politiques qui sont plus globales. Donc à travers cet appel à manifestation d'intérêt, TEPOS, on va soutenir des territoires, donc des collectivités locales, qui vont s'engager dans des objectifs très ambitieux, c'est-à-dire qui vont prendre pour engagement de devenir territoire à énergie positive en 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, elles devront produire plus d'énergie renouvelable que l'énergie qu'elles consommeront. Donc on n'est plus dans une logique de filière, on est bien dans une logique d'intervention territorialisée. Et la région Rhône-Alpes va aider des territoires, donc des collectivités, des groupes de collectivités, pourquoi pas transfrontaliers, hein, bon. Va les aider à intervenir, à définir une politique qui permette d'être territoire à énergie positive en
en 2050. Donc ça va être une aide dans la définition de cette politique, et puis ça va être aussi une aide en mobilisant l'ensemble des politiques régionales sur les actions qui permettront à ces territoires de devenir territoires à énergie positive. Donc on va sortir d'une intervention uniquement de la politique énergie, mais on va faire appel aux autres politiques de la région, des transports, de la recherche, de l'économie, j'en oublie, pour mobiliser en priorité nos moyens sur ce type de territoire. Merci beaucoup, M. Pouillet. Cette fois, c'est le tour de M. Laurent Dutoit, qui est conseiller à l'enseignement de la HESSO. Maintenant, pour nos amis de la France, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes... vous savez qu'est-ce que c'est les HES, les autres écoles spécialisées, on en a parlé un peu aujourd'hui. En Suisse romande, on a une, avec beaucoup de lieux à travers toute la Suisse romande, et puis certainement maintenant Laurent Dutoit va nous expliquer, et puis certainement aussi un peu sur la stratégie sur cette coopération, s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Alors effectivement, j'ai un acronyme compliqué, HESSO sous mon nom, qui veut dire Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, et comme sa dénomination géographique l'indique, on est présent sur l'ensemble de la Suisse occidentale. Donc déjà en soi, la HESSO est une représentation de la région, avec 7 cantons, et je vous garantis qu'en Suisse, 7 cantons, c'est quelque chose de complexe parfois, et avec 27 écoles, 6 domaines d'activité principaux, dont effectivement l'ingénierie et l'architecture, et un des domaines où nous sommes actifs, avec après des métiers comme les métiers de la santé, du travail social, les métiers artistiques et l'économie. Évidemment, nous sommes aussi, donc, vu que nous sommes présents sur 7 cantons avec 27 écoles, on a aussi un certain nombre d'étudiants. Nous formons des étudiants au niveau bachelor et master. Nous avons des formations, notamment d'ailleurs en énergie. C'est des formations qui existent au sein de la HESSO. Et nous avons plus de 18 000 étudiants, ce qui représente quand même en Suisse un réservoir d'étudiants extrêmement important. Ça nous positionne grosso modo comme la deuxième haute école de Suisse, même si après, par l'effet de dissémination, on voit beaucoup les différentes hautes écoles qui sont très actives, mais parfois on oublie un peu la photo d'ensemble. Maintenant, au niveau de la stratégie, c'est quelque chose qui est toujours difficile quand ce n'est pas encore écrit, de pouvoir la spécifier, mais je dirais qu'on peut nous qualifier par nos actes. Et on voit que la HESSO, par sa culture régionale suisse, a aussi une culture régionale française. Je m'explique. On voit que la participation dans les interreg est assez importante. La HESSO est une des universités suisses qui est la plus active dans les programmes interreg. Et à partir de là, c'est vrai que c'est un élément constitutif, je dirais, d'un développement régional par le fait de la connexion entre des chercheurs, entre des formateurs, parce que ça touche beaucoup des formations, aussi avec des entreprises, où ça peut faire des entreprises. Donc ici, il y a un élément qui est tout à fait intéressant, et qui est un élément que je dirais qui est compliqué à quantifier, parce qu'entre autres, au sein de la HESSO, j'ai aussi le plaisir de travailler dans le cadre du groupe de travail enseignement supérieur du Conseil régional franco-valdo-genevois et Conseil du Léman, parce que la réunion a lieu ensemble. Et dans ce groupe de travail, il y a un sous-groupe, c'est toujours un peu compliqué, qui est le sous-groupe sur les conditions cadres. Et on se rend compte qu'il est extraordinairement difficile d'avoir des données, tout simplement parce que la collaboration, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle existe, mais elle est quasiment impossible à quantifier, parce qu'on voit, Interreg est quantifiable, parce qu'on voit la liste simplement fournie par les différents cantons ou par les administrations en charge d'Interreg, donc ça c'est assez facile. On peut voir des éléments de type mobilité, même si la mobilité enregistrée n'est pas forcément la plus importante, de type Erasmus, parce qu'évidemment on est dans des régions qui sont quand même très proches, donc c'est peut-être pas là où il y a le moteur principal. Par contre, dans le développement régional, tout ce qui est de collaboration informelle échappe un peu au radar des institutions. Et c'est probablement ici qu'il y a quelque chose de nouveau à inventer, en tout cas à générer dans le cadre de la création de la région, c'est-à-dire qu'il y a un espace, je dirais, qui est actuellement peu employé, peu utilisé, c'est-à-dire on voit les interreg, puis après on arrive tout de suite au PCRD. Il y a quelques programmes intermédiaires du côté français, mais du côté suisse, il y en a assez peu. Et à partir de là, donc, les gens sont basés vraiment sur les chercheurs travaillent vraiment sur une structure volontaire. On voit dans l'énergie, notamment en clean tech, il y a beaucoup de collaboration.
Mais ceci rentre difficilement dans une stratégie parce qu'on ne sait pas encore comment les compter, comment les enregistrer. Donc en soi, ce développement ici régional mériterait probablement une attention particulière, je dirais, d'une part de la part des institutions et d'autre part, effectivement, de la part des collectivités. Ceci demande un équilibre extrêmement compliqué et je faisais référence tout à l'heure au comité régional franco-valdo-genevois et Conseil du Léman. Mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire de se poser la question sur la création de la région quand on voit l'historique de toutes ces institutions. Il y en a un certain nombre, certaines ont périclité, d'autres continuent. Et on voit qu'on a affaire en fait à un millefeuille régional et où la finalité de ce millefeuille régional n'est pas encore tout à fait comprise. Il n'est pas tout à fait, n'est pas incorporé dans une stratégie et actuellement dépend beaucoup de la bonne volonté des personnes. Et probablement maintenant, en tout cas à la HESSO, on essaye et on a le souhait avec des institutions partenaires de mettre en place véritablement des éléments régionaux, je pense à l'Université de Savoie, pour dire comment on peut visibiliser cette coopération pour développer quelque chose dans un sens régional en termes tant de formation, mais aussi de recherche et de troisième cycle, etc., peut-être même en valorisation. Mais c'est un débat qui est en cours, qui est finalement assez nouveau au niveau des institutions, même si ça fait peut-être 20 ans que certains travaillent dedans. Mais on sent qu'il y a des éléments qui changent au niveau de la politique régionale. Donc c'est un élément, je dirais, qui est extrêmement important. Et pour finir, je dirais qu'il faudrait aussi éviter, on l'a entendu un peu avant, mais d'opposer le top-down et le bottom-up. On a besoin de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que si on dit on fait que du bottom-up et puis à partir de là tout est magnifique, sûrement, mais s'il n'y a pas une approche aussi top-down, comme on aime le dire, donc c'est-à-dire de s'inscrire dans une stratégie, on ne peut pas signifier le besoin auprès des collectivités et des pouvoirs publics. Donc, mais en même temps, s'il n'y a pas le top-down, il n'y a peut-être pas le bottom-up, donc on est dans un cercle un peu compliqué, et c'est pour ça que dans le cadre de ce sous-groupe sur les conditions cadres, il y a un effort actuel de recenser, de comprendre, de créer et de monter quelques hypothèses pour une meilleure collaboration ou développer des collaborations entre nos institutions. Ça, je pense que c'est un élément qui est très important et sans perte de vue et sans naïveté, une compréhension qu'il y a des cercles qui sont assez différents, c'est-à-dire que nous sommes aussi actifs, comme toutes les institutions, dans le cadre des programmes européens de recherche. Et là, évidemment, nos partenaires sont bien au-delà de la région Rhône-Alpes. Donc, il faut aussi pouvoir créer une communauté d'intérêt pour se dire sur certains projets, il vaut peut-être qu'on dise, bon, de se mettre ensemble, et parce qu'on sera peut-être plus fort ensemble que si on se disperse chacun à notre tour et on essaie de entre guillemets, se piquer les projets. Ce serait peut-être un peu dommageable dans la construction d'une région. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, apparemment, il y a beaucoup de commissions déjà en place. Alors maintenant, il faudra juste voir quoi faire, qui fait quoi, etc. On passe à Monsieur Laurent Thibaudeau. Merci beaucoup pour venir. Vous êtes... c'est le KIC InnoEnergy. Maintenant, je ne sais pas qui connaît les KIC. Disons KIC, et ça veut dire quoi? Énergie. Et puis, c'est un programme européen. Et puis, je suis très content que vous êtes là parce que c'est un animal très mal connu, je pense. Oui. Et puis, je pense que c'est très important que vous présentez peut-être ça. Vous êtes le directeur pour la partie française, si j'ai bien compris. Je suis directeur de l'innovation pour la partie française. Et puis, alors, s'il vous plaît, expliquez-nous peut-être qu'est-ce que c'est, et puis ensuite, pourquoi c'est important pour la discussion d'aujourd'hui. Alors, KIC InnoEnergy, effectivement, c'est une des trois KIC. Les KICs, Knowledge and Innovation Communities, des initiatives européennes qui ont été créées il y a 3 ans à peu près, sous l'impulsion de M. Barroso, avec comme objectif de favoriser l'innovation en Europe et l'entrepreneuriat, en faisant se rapprocher ce triangle recherche, industrie, éducation. Tout ceci sur un réseau européen. Donc, il y en a 3 KIC en Europe, une qui travaille sur les technologies de l'information et de la communication, qui s'appelle ICT Labs, une qui travaille sur le climat, qui est la KIC Climat, qui travaille plutôt sur tout ce qui est clean tech, environnement, et donc KIC InnoEnergy, qui travaille sur les énergies décarbonées. Donc les objectifs de KIC InnoEnergy, c'est la réduction des émissions de carbone, une énergie moins chère en Europe et un système énergétique plus fiable.
Kikino Energy en fait travaille à partir de 6 pays en Europe. Donc la France, c'est le centre dans lequel je travaille qui est basé à Grenoble. On a un centre en Espagne, en Allemagne, en Pologne, en Suède et en Benelux, à Eindhoven, avec différentes thématiques qui vont... alors on a par exemple les Suédois travaillent sur les smart grids, Benelux travaille essentiellement sur tout ce qui est smart cities, smart buildings, les Allemands travaillent beaucoup sur les biogaz, biomasse, biofuel, les Espagnols sur les renouvelables, essentiellement solaire, éolien et énergie marine. Et les Français, donc nous, on travaille essentiellement sur le stockage de l'énergie, l'efficacité énergétique dans l'industrie, les nouveaux matériaux et procédés pour les nouveaux challenges de l'énergie, et puis aussi sur le nucléaire, puisque Kikino Energy a effectivement une petite activité dans le nucléaire qui n'a rien à voir avec les grands développements sur les nouveaux réacteurs, mais essentiellement centré sur tout ce qui est instrumentation et mesures pour la sécurité et toutes les problématiques post-Fukushima. Donc, 3 activités principales de Kikino Energy, l'éducation, l'entrepreneuriat et les projets d'innovation. Dans l'éducation, en fait, on monte des programmes de niveau master et plus, puisqu'on a aussi une PhD school, donc à une échelle européenne. Donc, par exemple, dans les masters, on a des masters sur différentes thématiques de l'énergie, où les étudiants en fait passent d'une université à l'autre durant leur master. En général, ils font deux peut-être trois universités différentes et essayent d'agréger le meilleur de ce qu'ils trouvent sur ces différentes universités. Une PhD School qui consiste à fournir un certain nombre de compétences supplémentaires aux étudiants, aux doctorants, à leur donner une sensibilité entrepreneuriale avec des prestations de type des écoles d'été ou des séminaires orientés sur l'entrepreneuriat, sur qu'est-ce que c'est qu'un business model, comment on crée une entreprise, etc. Ça, c'est la grosse activité éducation. Et puis, on construit aussi en ce moment des nouveaux programmes de formation professionnelle qui s'adressent donc là à des professionnels en activité. L'autre activité très importante, c'est le support à l'entrepreneuriat, avec donc un certain nombre de prestations qu'on offre aux startups, donc dans les différents pays. De prestations de type coaching, de type aide à la construction du business model, recherche de financement et autres, en échange de quoi on rentre dans le capital des startups à un faible niveau, au niveau de la création. Et puis la troisième activité, c'est l'activité dont je m'occupe moi en France, les projets d'innovation qui sont des projets collaboratifs, donc des projets européens, qui doivent obligatoirement faire intervenir au moins un industriel qui sera intégré, un industriel qui intervient dans la chaîne de valeur du produit qu'on veut réaliser. Des projets qui s'adressent à des technologies qui sont assez matures. Donc tout à l'heure on parlait justement au niveau de l'ANR par exemple de technologies de 1 à 2, de technology readiness levels de 1 à 4 en gros. Nous on va prendre la suite en fait, un peu comme Oseo ou autre, des projets de maturité un peu plus élevée et qui vraiment visent à construire un produit, à le mettre sur le marché, un produit ou un service d'ailleurs, et à le mettre sur le marché à un horizon de 3 à 5 ans. Et donc, qui doivent également, ces projets, faire intervenir au minimum 2 pays de la CIC. Donc, ça peut être France, Allemagne, Espagne, Pologne et autres. Et ceci n'interdit pas, effectivement, de faire intervenir d'autres pays qui ne sont pas dans le consortium comme la Suisse, Kikino par Energy,
comme la Suisse, tout à fait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas de projet, que ce soit avec des entreprises ou des laboratoires de recherche en Suisse, mais ça pourrait très bien se faire. En fait, le nom initial du centre français de Kikino Energy s'appelait Colocation Center Alps Valais. Donc voilà, on est un petit peu sur le chemin. Pourquoi Alps Valais? Parce que c'est vrai que au niveau du consortium Kikino Energy, l'antenne française était très construite sur l'axe Chambéry, Grenoble, Cadarache, Marseille, donc tout le sud-est. Et puis, rien n'interdit de remonter l'arc alpin pour aller chercher des partenariats sur la Suisse et même sur l'Italie. On espère bien que ce soir, on peut régler ce problème et puis vous trouvez encore des partenaires ici. Hein. Tout à fait. Mais on va certainement revenir sur les possibilités de coopération, justement maintenant en Rhône-Alpes, Suisse romande, après dans la discussion. Merci beaucoup. Alors on passe à Eric Plan. Eric Plan est chez Simarc et puis il est responsable pour Cleantech Alps. Alors c'est naturellement plein dans le sujet. Cleantech Alps, c'est une organisation, c'est une aide aussi en Suisse romande. Et puis on a discuté, M. Thibaudot vient de mentionner l'aide aux compagnies, aux start-up, etc., aux business, aux PME. Et puis naturellement, ça fait en principe un petit pont pour ce que vous allez présenter, pour ce que vous faites en Suisse romande. S'il vous plaît, Eric Plan. Merci Olivier Kittel. Écoutez, je suis extrêmement content de vous présenter aujourd'hui effectivement ce que fait Cleantech Alps, de dresser le portrait en quelques minutes. C'est une plateforme. Cleantech Alps, c'est une plateforme thématique sectorielle dédiée au cleantech. Alors, les cleantech, une petite définition, c'est bien évidemment le développement des énergies renouvelables, développement et production, mais c'est aussi la conservation durable des ressources. Donc on parle non seulement des énergies fossiles, mais on parle aussi des matières premières, des terres rares et aussi de l'eau. Donc on retrouve l'efficience énergétique et d'autres choses au niveau du recyclage qui touche aussi le domaine de l'énergie. Cleantech Alps, c'est un outil de développement économique à destination des PME et des instituts. C'est finalement aussi un point de coordination pour la Suisse occidentale par rapport aux initiatives nationales du type le Master Plan Cleantech, la Green Economy ou bien la plateforme d'export Cleantech Switzerland. C'était mis en place par la CDE-PSO, donc la Commission des directeurs de l'économie publique de Suisse occidentale, puisqu'on en était aux acronymes, autant en rajouter un. Finalement, c'est simplement les conseillers d'État en charge de l'économie en Suisse occidentale, donc la partie francophone, y compris Berne, qui ont mis en place ces plateformes et qui sont soutenus aussi par le secrétariat d'État à l'économie. Nous avons une mission qui est très simple, qui se décline en 3 volets. La première, c'est promotion de l'image, promotion des compétences de la région en termes de technologie propre, c'est-à-dire de positionner la région comme un pôle de compétences européen en matière de cleantech. La deuxième mission, c'est de favoriser l'accès au marché étranger, donc à nos sociétés. Et le troisième, c'est simplement de développer les filières dites prioritaires pour la région, c'est-à-dire des filières dans lesquelles on a des acteurs sous tout le long de la valeur ajoutée. Donc on a 9 filières qui ont été identifiées. On retrouve le photovoltaïque, on retrouve l'eau, la petite hydraulique, les smart grids, le recyclage, le traitement des déchets, l'écomobilité. On en a 9 et on finit finalement par les Enabling Technologies dont on a parlé aussi ce matin. L'objectif finalement de cette mission, c'est toujours la même, c'est de générer de la valeur économique pour nos membres. Et ça se fait en étant positionné finalement à l'interface de différents mondes, à l'interface du monde académique, beaucoup de contacts avec les instituts, du monde politique et public, du monde financier et du monde économique industriel. Notre rôle, finalement, c'est rien d'autre qu'un facilitateur. Vous avez eu la question tout à l'heure de M. Cortet qui disait, voilà, il y a énormément de programmes, de possibilités de se financer. J'ai une problématique, comment est-ce que je vois au travers? En gros, c'est notre rôle de voir un petit peu mieux au travers, parce que c'est de loin pas évident de voir ce qui se passe rien qu'en Suisse. On connaît pas mal ce qui se passe aussi sur la France, mais c'est finalement de guider un peu les entreprises et les instituts par rapport à une solution. Donc c'est aussi pour ça que notre slogan, c'est la porte d'entrée des cleantech. Donc ce n'est pas un guichet unique comme on a mentionné tout à l'heure, c'est plutôt une porte d'entrée qui est intéressante dans la discussion qu'on a aujourd'hui, puisque finalement, pour nos amis voisins français, on pourrait dire que c'est la porte d'entrée sur un démonstrateur à grandeur nature. On l'a vu ce matin, entre autres avec le conseiller d'État Jean-Michel Ginac, qui disait, voilà, le Valais, c'est le démonstrateur au niveau des énergies, mais Cleantech Alps, ou la Suisse romande, c'est un démonstrateur un petit peu plus large
Si je prends le parallèle avec mon collègue de Kikino Énergie, qui a des partenaires au niveau européen, donc si on veut faire quelque chose ensemble, c'est relativement loin. Ici, la Suisse romande, tout est petit, à peu près 2 millions d'habitants, un petit territoire aux portes de Rhône-Alpes. Donc je pense qu'il y a des choses effectivement à faire. Au niveau des centres de compétences, on retrouve typiquement dans la région de Neuchâtel, un petit peu au nord-est d'ici, le photovoltaïque avec le PV Lab de l'EPFL. On a Fribourg qui est focalisé beaucoup plus sur les constructions à zéro émission carbone. Et là, on retrouve typiquement toute la thématique de l'énergie grise, dont on a mentionné ce matin avec les discussions du conseiller d'État François Longchamp. Le Valais, avec les smart grids, on l'a mentionné tout à l'heure, avec aussi le clin d'œil du professeur Paolone qui disait voilà, je fais des tests au niveau aussi du campus d'EPFL. On va passer après sur les tests au niveau du campus EPFL, Valais-Wallis, mais aussi sur la région. Puis après, on ira au niveau national et au niveau international. Et puis vous avez Genève, Berne, qui sont plus orientés mobilité et recyclage, avec les transports publics sur Genève, avec le projet TOSA, le projet de bus à recharge sans contact, et puis Berne, qui est beaucoup plus orienté par rapport à la mobilité urbaine, les petits véhicules. Et puis le canton de Vaud, finalement, le canton de Vaud n'a pas de positionnement particulier, puisque c'est un intégrateur qui se trouve à la frontière de toutes ces plateformes, et un peu à l'image des PFL qui a le centre historique ici avec les compétences et ses différents hubs sur Neuchâtel, Fribourg, le Valais, le canton de Vaud joue un peu ce rôle d'agrégateur. Et puis on a le Jura qui ouvre la porte sur la partie germanophone et sur la France au niveau de l'Alsace. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve également la partie efficience énergétique, écologie industrielle dont on parlera demain. Ça, tout le monde le fait, mais il y a des pôles particuliers par rapport justement à un démonstrateur qui pourrait être très intéressant. Et je conclurai simplement là-dessus. Aujourd'hui, on a des projets ambassadeurs qui sont ces démonstrateurs. 2 ont été cités ce matin. C'est le projet Planète Solar, le tour du monde avec un catamaran mu à l'énergie solaire, qui est parti de Monaco, qui est revenu à Monaco et qui maintenant poursuit une mission Deepwater en analysant le Gulf Stream et voir quelle est la pollution qu'il y aurait dans les océans, qui remonte maintenant la côte américaine. Il y a ICAR qui a fait le tour de la Terre avec un véhicule mu par les énergies solaires et éoliennes. Et puis, il y a le 3e qui s'appelle Solar Impulse, dont vous avez tous entendu parler, de faire le tour de la Terre avec un avion mu par les énergies renouvelables, qui est parti de Dallas il y a 3-4 heures, s'il n'y a pas eu de problème ce matin, donc pour traverser les États-Unis. Donc on voit qu'on a finalement un démonstrateur au niveau de la région, on a des projets démonstrateurs qui montrent qu'on peut aujourd'hui faire énormément de choses avec les énergies renouvelables, et puis on l'a aussi dans le domaine de l'efficience énergétique, et ce sera le mot de la fin par rapport à cette introduction, avec des démonstrateurs du type la cabane du club alpin de Monte Rosa, un bâtiment à plus de 3000 mètres d'altitude qui est quasiment autonome en énergie. Et pour faire le lien avec nos amis français, il y a la même chose de l'autre côté de la frontière avec le refuge du goûter du club alpin français qui est réalisé par le groupe H à Genève. Donc on voit déjà qu'il y a des liens, il y a énormément de choses à faire et je pense qu'on peut vraiment les exploiter. Il faudra aller au-delà de la recherche et de la recherche appliquée, mais vraiment sur la valorisation. Et je me réjouis du débat qu'on va avoir tout à l'heure. Alors, ça veut dire si on veut faire le tour du monde en énergie renouvelable, il faut s'adresser à Eric Plan pour en bateau, en avion, peu importe. On peut même aller en montagne et puis on va revenir certainement là-dessus. Merci, Eric Plan. Voilà, on passe à M. Jean-Pierre Joly, qui est directeur de l'Institut national en énergie solaire. Alors, c'est plein naturellement dans le sujet de la région Rhône-Alpes. C'est plein dans le sujet parce que naturellement, ça nous intéresse. C'est une des énergies potentiellement intéressantes. S'il vous plaît. Oui, merci beaucoup et merci de l'invitation. Donc ici, je vais apporter un peu un témoignage d'un acteur donc des énergies renouvelables en France, dans la région Rhône-Alpes. Pour d'abord situer donc notre institut et puis éventuellement après évoquer 2-3 témoignages sur une collaboration qu'on pourrait mener plus efficacement entre la région Rhône-Alpes et la Suisse. Alors cet institut, donc ça a été une création relativement récente puisqu'on a été créé à peu près en 2006. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a, je pense maintenant, un institut de stature internationale puisqu'on est à peu près 400 personnes et on est donc reconnu comme un des centres d'instituts européens leader, on va dire, dans le domaine de par notre taille. Et donc avec 400 chercheurs. Et en fait, au départ, on a été créé par des initiatives
vraiment locales, et on n'a pu exister que par le soutien financier en infrastructure des collectivités locales, et en particulier de la région Rhône-Alpes et du Conseil général de la Savoie, donc, qui a apporté donc, des fonds de façon significative pour créer cet institut, avec un pari, je dirais, de la montée en puissance de ces énergies et de la possibilité aussi de concrétiser ça en valeur industrielle et sociale. Alors l'Institut, il est basé sur une structure collaborative, mais essentiellement donc, sur l'innovation. Le plus gros des troupes, le plus gros de l'infrastructure, donc c'est le CEVA, et donc, qui maintenant s'appelle Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc nous, on est les énergies alternatives. Alternatif, fallait trouver un A. Bon, peut-être juger que c'était pas très approprié, mais toujours est-il que c'est pas grave. On s'inscrit vraiment là-dedans. Et donc, on fait partie à l'intérieur du CEA d'une structure maintenant qui s'appelle CEATEC et qui, en fait, est en fait un RTO, enfin une recherche technologie, une organisation de recherche technologique qu'on peut comparer à des structures comme la Fraunhofer Gesellschaft ou le VTT ou ECN ou TNO en Hollande, ou ici peut-être le CSEM, hein, on peut peut-être comparer ça si vous me trouvez une référence. Donc on n'est pas dans une position d'universitaire, on est plutôt une structure d'innovation, une structure de transfert, je dirais, avec une préoccupation d'apporter de l'innovation et des apports directs aux entreprises. Alors en fait, à l'INES, on a joué cette carte-là, et très rapidement, on a eu beaucoup de partenariats industriels avec un financement qui est à peu près, je dirais, 50% donc directement payé par les entreprises, donc sur fonds privés, et à peu près 50% sur fonds publics. On a vu tout à l'heure dans la table ronde précédente les structures de financement public qui existent en France, hein, que ce soit l'ANR ou donc maintenant BPI, OSEO, tous ces systèmes-là qui aident les entreprises françaises à innover et qui apportent donc des financements aussi pour les structures publiques comme la nôtre. À peu près 65 brevets par an, donc ça c'est vraiment le point important, c'est effectivement d'apporter de l'innovation sous forme de propriété intellectuelle, donc pour aider ensuite au transfert industriel, puisque les brevets sont très déterminants. Et donc on a à peu près 200 partenaires industriels cumulés le long de ces 4-5 années, là, donc, et avec beaucoup de PME et un certain nombre aussi de start-up, et une activité qui est à la fois sur tous les domaines du solaire, hein, pas rien que le photovoltaïque, mais le solaire thermique, le solaire thermique à concentration, et puis donc une activité qui est tout au long de la chaîne. Et la chaîne en fait du solaire, je prends l'exemple du photovoltaïque qui est très complexe puisqu'elle va des matériaux de base aux équipements de fabrication et puis jusqu'aux applications. On a vu tout à l'heure, y compris la façon d'intégrer cette source intermittente dans les réseaux. Donc une activité donc assez complexe. Alors juste un point, pour revenir sur le débat d'aujourd'hui. Alors je vais prendre l'exemple surtout du photovoltaïque, mais on peut peut-être retrouver ça sur les autres secteurs. Mais le domaine du photovoltaïque, d'abord, c'est un domaine très important. On a vu la montée en puissance du photovoltaïque au niveau mondial, aussi avec les difficultés disons que c'est pas un long fleuve tranquille, le développement du photovoltaïque, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce photovoltaïque, donc ça a des enjeux industriels très, très, très importants. Et puis aussi, je dirais, il y a une compétition internationale industrielle extrêmement forte. En particulier donc, avec un surinvestissement asiatique qui a mis donc, cette industrie dans d'énormes difficultés. Et donc cette compétition, elle est importante. Et donc les Allemands, il faut bien reconnaître quand même que toute cette politique photovoltaïque est quand même énormément, pensée et disons organisée au niveau allemand, donc ont beaucoup souffert récemment alors qu'ils occupaient une position de leader. Donc en fait, je dirais que maintenant, on est dans une compétition frontale et dans laquelle je pense que on ne va pas s'en sortir, même l'Allemagne ne va pas s'en sortir toute seule sans collaboration à l'échelle européenne, ne serait-ce que pour avoir des politiques communes de l'énergie sur le solaire, et puis aussi sur l'aspect industriel de réunir nos forces, et sur l'aspect recherche plus en amont, sans réunir nos forces. Et donc, en fait, donc cet enjeu industriel européen, il est très important, et je pense que
quand on analyse finement les choses, et je vais prendre un exemple concret, parce que donc on collabore avec les entreprises suisses, donc nécessairement, parce que voilà, dans cette chaîne de la valeur, donc il y a des forces et faiblesses dans les différents pays. Ben, typiquement, par exemple, la Suisse, moi, leader historique, disons, mondial des machines de sciage du silicium, qui sont un point très important dans le système en termes de coût, en termes d'efficacité. Et donc là, on a tout de suite, parce qu'on a aussi des entreprises françaises qui sont spécialisées plus en amont, par exemple dans la cristallisation, dans la fabrication des lingots, mise en place, mais ça s'est fait de façon spontanée, hein, entre les entreprises, des collaborations à l'échelle industrielle, pour en partie, effectivement, par exemple, ces gens proposent ensemble donc des lignes complètes. Et plus en amont, nous, on aide effectivement ces entreprises, à la fois l'entreprise française, mais aussi les entreprises suisses, à travailler sur les mécanismes de sciage, parce que bien sûr, il y a beaucoup à gagner là-dessus, moins consommer de silicium, comprendre ce qui se passe. On a aussi emmené des entreprises savoyardes, par exemple, qui travaillent sur les fils de sciage, qui n'auraient pas pu trouver un quelconque débouché sans finalement pouvoir collaborer avec ces entreprises suisses. Donc finalement, on a créé une espèce de microsystème qui fonctionne bien. Et avec un point très important, c'est que ces offres, je dirais, intégrées, maintenant, elles sont très importantes parce que le marché du photovoltaïque il était très allemand, très européen, maintenant il est en train d'énormément de se diversifier. Les nouveaux pays marchés sont, dans les pays du Sud. Donc vraiment, là, si à nouveau à l'export, on ne s'entend pas au niveau européen pour créer ce genre de choses, ça ne peut pas fonctionner. Il y a des exemples, j'ai juste pris cet exemple-là, des exemples comme ça, on peut en trouver ailleurs, et je dirais aussi, on peut trouver beaucoup de champs d'application. Je n'ai pas le temps d'en parler ici sur les démonstrateurs, on a parlé d'un certain nombre de choses ici. En particulier, si on parle pour la région Rhône-Alpes, par exemple, des régions TEPOS, il y a plein d'expérimentations à faire. Il y a plein d'expérimentations qui vont se faire, à la fois, par exemple, en France et en Suisse sur ces sujets. La Suisse est assez avancée là-dessus, sur les smart grids et toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a tout un champ possible de collaboration, ne serait-ce que d'échange d'expériences entre nos pays. Donc, c'est aussi là, ce qui m'a motivé à venir aujourd'hui ici dans cette réunion, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Merci beaucoup pour le témoignage. Je crois que l'exemple que vous citez sur le photovoltaïque, c'est un exemple très triste pour l'Europe. On est tout à fait d'accord. Et puis, il faut réfléchir sur tout ce qu'on va faire dans le futur, pas pour répéter en principe cette... Ça, on ne va pas rester... Et puis, on va certainement revenir. Voilà, les bras croisés, je pense qu'il reste des choses à faire. Je pense qu'il faut réfléchir au futur de tout ça. Merci beaucoup, M. Joly. Alors, la dernière personne que j'aimerais introduire, c'est M. Philippe Gillet. En principe, il est vice-président de l'EPFL. Aujourd'hui, justement, je vais faire le point. Alors, en anglais, on dirait, maintenant, il est acting president. Mais ça va venir ad interim. Et puis en français, je ne sais pas comment on le dit, mais on peut constater que ça crée beaucoup de boulot, je dirais, beaucoup de travail. Et puis, je suis très content que Philippe Gillet soit là, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Olivier. Écoutez, moi, j'ai peut-être une chance par rapport à tous mes collègues qui ont déjà tout dit, ce qu'il y avait à dire. C'est que moi, j'ai vécu 20 ans en Rhône-Alpes et que ça fait 3 ans maintenant que je suis en Suisse. Et donc, je connais les deux côtés de la frontière. Et quand j'étais en France, à Lyon, je me disais, ça serait quand même extraordinaire de faire un truc avec la Suisse. Mais maintenant que je suis de l'autre côté, je me dis, ça serait vraiment extraordinaire qu'on fasse un truc avec la France. Donc, je ne sais pas combien de fois il faudra que je change et que je passe d'un côté et de l'autre de la frontière pour que ça se fasse. Mais j'ai recherché des textes et j'ai vu un texte qui a été fait par des industriels rhône-alpins et suisses, en particulier sous la houlette d'Alain Mérieux, où il était question du diamant alpin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de ça. Mais c'est une très très vieille discussion sur l'innovation et l'économie croisée entre, je dirais, la Suisse romande et pour faire court, Lyon, Grenoble, etc. Et c'est donc quelque chose qui est assez récurrent. Alors peut-être qu'on va y arriver rapidement, en tout cas je l'espère. Moi, ça fait 3 ans que je suis ici en Suisse, que, comme ça vient d'être dit, je participe à la direction d'une école d'ingénieurs qui est une école absolument extraordinaire.
Parce qu'elle marie ce qu'on est en train de discuter ici, c'est-à-dire qu'elle marie cette soif de connaissances très fondamentales, mais aussi ce souhait constant de voir ça déboucher rapidement à une valeur sociale, à une valeur économique. Et donc cet aspect translationnel, il apparaît dans notre politique, qui est une politique très recherche fondamentale, mais aussi par le fait qu'on a un quartier de l'innovation dans lequel on a en permanence 100 start-up, des grands groupes industriels qui travaillent sur le campus. Et on essaye de les attirer pas pour faire des brevets, des choses comme ça, mais juste pour amener à la collaboration entre le monde de l'innovation industrielle et le monde de l'innovation académique. Et c'est très, très large, ça va depuis les biotechnologies, la biologie fondamentale, la médecine. On s'oriente beaucoup maintenant sur l'ingénierie vers la médecine, l'ingénierie vers l'énergie, à cause de cette sortie de nucléaire qu'on évoquait tout à l'heure. Et la chance qu'on a dans cette école, c'est qu'on est très transversal. On évoquait le photovoltaïque. Alors, on travaille beaucoup sur le photovoltaïque. Alors, les deux photovoltaïques, j'allais dire, celui qui est plus sur le silicium, mais celui qui mime la photosynthèse aussi, qui est une spécialité de l'école, j'allais dire ça comme ça, avec Michael Gretzel, qui est une autre manière de capter de l'énergie, de la lumière solaire pour en faire de l'énergie. Et puis, ça va jusqu'au nucléaire. Nucléaire, parce que même si la Suisse sort du nucléaire, il va falloir en sortir correctement. Ça fait partie du mix énergétique de sortir correctement du nucléaire. C'est pas juste de le dire, il faut le faire. Et là aussi, c'est de la technologie. Il faut rendre les centrales très fiables. Il faut faire des démantèlements corrects. Et là aussi, on peut se dire que c'est des choses qu'on peut partager. Là aussi, entre le solaire, mais aussi le nucléaire, sortir correctement du nucléaire, c'est un vrai enjeu pour tous les pays qui vont le faire. Puis il y a aussi cet aspect un peu plus exploratoire, mais qu'on a évoqué tout à l'heure sur la physique nucléaire, de la fusion, c'est-à-dire ITER, ces grands programmes de la recherche de demain. Il y a deux mots-clés avant qu'on rentre dans le débat. Démonstrateur Vallée, ça a été beaucoup évoqué, je m'en suis occupé assez personnellement de cette histoire. Mais le PFL, quand elle ouvre des antennes dans les autres villes de la Suisse romande, elle le fait de manière thématisée, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans le caractère de l'endroit où elle va. Quand elle va à Fribourg, l'école souhaite travailler sur, ça a été évoqué tout à l'heure, plus sur le bâtiment durable, le bâtiment énergétiquement à énergie positive, c'est comment on optimise tout cela. Et on va donc focaliser notre recherche là-bas sur cela. Quand on va en Valais, on sent bien que le Valais, la richesse du Valais, c'est l'hydroélectricité, le soleil, les énergies renouvelables. Donc notre campus là-bas sera typiquement thématisé sur ça, avec chaque fois la volonté d'y amener l'industriel, c'est-à-dire que ce soit un démonstrateur pour l'industriel aussi, c'est-à-dire que l'industriel puisse venir essayer des choses qui sortent de nos laboratoires. Et puis c'est aussi pour nous, pour terminer sur les relations qu'il faudrait qu'on tisse entre nos pays, c'est, je crois, il faut le construire entre Rhône-Alpes et la Suisse sur l'identité des territoires. Il y a des choses qu'on partage sur l'énergie, c'est des énergies qui sont quand même dans des cultures et dans des paysages. L'énergie suisse, elle est très montagneuse. On partage quand même ces montagnes entre nous et elles ont une certaine signature énergétique, hein. Elles ont une certaine signature sociale, une certaine signature économique, donc on partage probablement ces valeurs. Il suffit de regarder la Savoie, la Haute-Savoie et ce côté du lac. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup aussi en ces termes d'innovation. Et puis surtout, c'est la manière dont on attaque des marchés ensemble. Ça a été dit, notre marché n'est pas le marché européen, c'est le marché mondial. Et peut-être qu'il y a des réflexions à faire sur les pays émergents et comment on va se différencier. On a une culture francophone, tous là, autour de la table. C'est comment on utilise cette culture commune en matière d'énergie, de recherche en énergie, en innovation, au travers de l'arc rhône-alpin. Et comment on construit une culture francophone à l'exportation, à l'exportation de savoir-faire, de technologie, de marché. Moi, je crois que c'est des voies sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et juste pour terminer sur le Valais, c'est un vrai démonstrateur. C'était un vrai démonstrateur au sens d'un canton. C'est 100 km sur 100 km, le Valais. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont raconté ce matin, mes collègues du Valais. Mais pour nous, c'est en particulier autour du CO2. Il va falloir qu'on travaille sur des zones à production de CO2 qui sont très industrielles, des zones à production d'énergie hydraulique, des zones à production d'énergie solaire. Comment on intègre ça dans un dispositif économique, dans un dispositif social, c'est ça le grand enjeu. Et je crois que les démonstrateurs sont à la fois industriels, ils sont aussi sociaux, et je crois que la Suisse, elle a une grande chance. Je pense qu'elle peut être le démonstrateur du mix européen, du mix énergétique européen. Voilà. Merci Philippe Gillet. Il y a justement, comme mentionné, Philippe Gillet connaît très bien les deux côtés. Il était au gouvernement français, chef de cabinet, CNRS, Rhône-Alpes.
Maintenant, en Suisse, en principe, la question naturelle qu'on aimerait poser, c'est, alors, on a vu EPFL-Valais, Fribourg, Neuchâtel, etc. Alors, EPFL-Rhône-Alpes à Lyon ou Grenoble, ça vient quand? Ça, il faut demander aux autres, hein, ça, c'est pas à moi que vous posez la question. C'est une boutade, j'espère. Mais je crois qu'il y a vraiment matière à faire des choses ensemble. Moi, je sais, je travaille déjà avec des gens qui sont dans cette salle. Je ne sais pas, je n'ai pas vu Sophie Julien, là, je la cherche. Voilà, elle est là-bas. Je vois, par exemple, que quand on voit l'IFP, là, c'est plus sur l'aspect recherche, mais qui est un peu plus sur l'aspect translationnel, c'est-à-dire se rapprocher de l'industrie, on sent bien qu'on a des choses à faire ensemble. Il faut les matérialiser correctement. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble sur les mêmes campus. Qu'on arrive à avoir des thématiques de recherche. La grande difficulté, c'est d'être des amis tout en étant des concurrents. Et c'est là qu'est toute la difficulté. Mais il y a des moments où il y a des gains d'énergie en sens d'investissement à faire, parce que il y a des moments où on n'a plus la richesse en Europe de tout se permettre par rapport aux pays qui deviennent des gros acteurs économiques. À un moment donné, on ne pourra pas tout faire tout seul. Et à ce moment-là, il y a des grandes décisions d'alliances stratégiques à faire. Et puis peut-être que la région Rhône-Alpes et la Suisse romande peuvent être un exemple d'une de ces alliances stratégiques. Voilà, à un moment donné, on se partagera les royalties des bénéfices, mais il faudra commencer par faire le premier pas, en n'ayant pas peur, par exemple. Vous parliez de brevets. Si on commence à discuter de brevets, on est mort dès le début. C'est ça que je veux dire. Moi, c'est ça qui tue l'innovation. En fait, c'est ça qui a tué l'innovation. Parce on se marque sur les brevets, alors que notre indicateur devrait être le nombre d'emplois créés, pas le nombre de brevets. Et voilà. Et c'est peut-être qu'on peut inventer des modèles intelligents entre ces deux régions. On va peut-être revenir sur cette discussion-là. Là, cette fois, j'aimerais ouvrir la discussion sur le point de est-ce qu'il y a une nécessité, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il y a une volonté de coopération entre les deux régions. On a vu maintenant beaucoup de présentations, on a vu que toutes ces personnes, ils ont quelque chose à offrir, on a vu dans la session avant qu'il y a des instruments de financement. Ce que je n'ai pas vu, moi, encore, c'est est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'on aimerait coopérer pour, justement, peut-être pas juste avoir un deuxième sommet, mais d'avoir des résultats concrets. Et puis ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième après, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là. Alors, la première question, je répète, c'est est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a une nécessité? Est-ce que vous pensez que ces deux régions doivent faire quelque chose ensemble parce qu'ils ont quelque chose à partager, qu'on vient d'entendre, il y a des Alpes à partager, il y a plusieurs choses à partager. Est-ce qu'il y a quelque chose à partager? Est-ce qu'on aimerait faire quelque chose? Alors, s'il vous plaît, la question va au panel, la question va à vous. S'il vous plaît, dites brièvement qui vous êtes, peut-être aussi l'institution. Et puis, la question ou le commentaire, on va le passer au panel s'il y a quelque chose à commenter, s'il vous plaît. Alors, qui aimerait prendre la parole sur la nécessité de faire quelque chose entre les deux régions, la volonté, les possibilités? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, Sylvain Guettage, chargé de mission franco-suisse à la région Rhône-Alpes. Je remercie les intervenants pour leurs différents points de vue sur la nécessité de la coopération entre la région et la Suisse, particulièrement la Suisse romande. Je crois que la nécessité de coopérer entre la France et la Suisse est une nécessité qui est connue et dont la conscience est vive auprès des décideurs politiques de la région. Je crois que les échanges que vous avez pu avoir lors de votre passage à Lyon avec la présidence de la région Rhône-Alpes montre que cette nécessité est connue. Maintenant, il y a la question de l'organisation de cette coopération. Et il a été mentionné par M. Dutoit le CRFG, avec son caractère de millefeuille, parfois très indigeste. Donc, moi, j'aurais une question, connaissant un peu, pour certains, vos institutions, comment inscrire cette coopération dans la durée, dans quel cadre? Alors, il y a le cadre très institutionnel du CRFG, avec la commission enseignement sup, etc. Je ne sais pas si c'est le meilleur cadre, parce que c'est vraiment extrêmement lourd, extrêmement institutionnel. En tout cas, sachez que s'il y avait un avenir et un suivi de cette réunion d'aujourd'hui, la région Rhône-Alpes s'y engagerait. Ça, je prends le pari. Je ne peux pas parler au nom des décideurs politiques de la région, mais je suis sûr qu'il y aurait un très fort intérêt de leur part. Et nous sommes évidemment preneurs de vos
suggestions sur le suivi et l'inscription dans la durée de ce forum. Voilà, je voulais vous remercier. En principe, vous cherchez un processus innovant pour arriver là. Et puis, facile à suivre, pas trop compliqué, pas trop de séances. Alors, qui aimerait répondre à cette question du panel? Quelque chose de simple à implémenter pour arriver à cette coopération. Philippe? Honnêtement, je connais un peu les empilements français, et je connais aussi les empilements suisses, hein, il y en a aussi. Il n'y a jamais eu en tout cas de ce que je connais, de vrais gestes politiques dans ce sens-là. Le premier que j'ai vu, c'est ce matin, honnêtement. Ce matin, je pense que M. Schneider-Hammann et Mme Fioraso ont été assez clairs sur le fait qu'il fallait faire quelque chose. Dans le climat actuel, je pense que c'est quelque chose qui est très significatif, qui a été dit, parce que c'est ressorti dans les premières dépêches du gouvernement suisse, comme quoi il fallait vraiment faire quelque chose. Alors, profitons-en. Deuxièmement, ce qui considère les régions, je ne sais pas quel est le rapprochement entre Rhône-Alpes et les cantons valaisans, mais il n'y a pas encore eu de réunion vraiment symbolique entre, je dirais, Jean-Jacques Kéran et tous les présidents de conseils cantonaux. Il n'y a pas eu, que je sache. Non, mais c'est fait séparément, ça, je ne doute pas un instant. Mais on parle là de la Rhône-Vallée. Voilà, il y a des fois des actes un peu fondateurs comme ça. Peut-être qu'il faut ça, à un moment donné. Parce qu'après, les outils, ils existent. Après, on y va ensemble sur les interrègles, sur ces choses-là. Après, c'est la volonté politique qui est marquée. À un moment donné, il y a juste cette phase symbolique à passer. Elle est symbolique, mais après, il faudra mettre de l'argent sur la table. Oui. Je crois que ça, c'est disons, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu la fondation France-Suisse qui n'a pas marché, qu'on est en train de fermer il y a à peu près, je ne sais pas, 6 ou 7 ans, qu'on a créé cette fondation. Elle n'a pas marché, il y a certainement plusieurs raisons, je ne connais pas tous les détails, mais une des raisons que ça n'a pas marché, il n'y avait pas l'argent après, finalement, pour faire quelque chose. Alors, c'est toujours... Quand vous avez des politiciens, des ministres, je dis pas aujourd'hui, mais quand les ministres se voient et puis discutent, et puis après, souvent, le résultat, c'est un Memorandum of Understanding, ce qui veut dire, on est en principe d'accord de coopérer, mais il n'y a pas d'argent. Alors, naturellement, avec cette approche, ça ne va pas jouer. Alors, il faut vraiment trouver comment faire. Philippe. Oui, peut-être juste un commentaire. La Fondation France-Suisse, la Fondation sur l'innovation qui avait été créée de notre côté par M. Kléber, elle n'a probablement pas marché parce que c'était un tout petit peu trop top-down. Et on a pris la décision de s'entendre. On s'entend déjà, donc les chercheurs s'entendent déjà. Je pense que les PME, quand elles doivent, elles fonctionnent entre elles. Et on a surtout cherché un sujet. Et je me souviens qu'un de nos ministres disait « il faut qu'on trouve quelque chose. Il faut qu'on trouve quelque chose ». On allait à Lyon, et c'est un cas pratique. Donc il a dit « on va faire le cancer ». Et moi, je me disais « mais il y a le cancéropole, tout ça existe, c'est pas très original ». Et les besoins, on arrive à on va pas se transformer en grand centre de cancer alors que ça existe déjà. Je pense que grâce à Philippe Gillet, entre autres, quand on parle de l'énergie, en faisant le programme et en réfléchissant à cette journée ou à ce jour et demi, on se disait mais là non plus on n'est pas très original. Mais l'enjeu il est gigantesque. L'enjeu il n'est pas seulement, avec tout le respect que j'ai pour les gens malades, il n'est pas seulement les gens malades, il est le monde entier. Les marchés sont gigantesques et on a, ça a été dit, M. Guetta vient de le dire, on pourrait poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne collaborerait pas sur des points où on a besoin de démonstrateurs, de proof of concept, où on a besoin, ça a été évoqué ce matin, d'un cadre légal qui nous permette de dire, tiens, je fais un espace scientifique et de développement Rhône-Alpes. C'est-à-dire que je peux aller bosser en France, revenir, envoyer mes chercheurs, trouver une industrie, faire un investissement commun, en ayant un cadre légal qui me permet de le faire. Pas sans avoir de règles, en ayant un cadre légal commun. Et peut-être que ça, ce serait quand même une chose à penser. On devrait faire l'inventaire de ce qui existe en termes de recherche, en termes de PME, en termes d'innovation qui ont peut-être de la peine à aller plus loin parce qu'on ne les soutient pas, de savoir pourquoi on ne les soutient pas, et de mettre là autour un cadre qui permette aux gens de travailler. Donc ce serait vraiment une espèce de grande barrière.
Des commentaires là-dessus? Oui. Merci à vous, merci aux intervenants. Donc, Denis Varachin, je suis président de l'Université de Savoie, qui a été évoquée donc, par Laurent Dutoit. Et je l'en remercie, puisqu'en effet, nous travaillons avec, mais nous sommes également un des membres fondateurs de l'INES, ce qui a échappé visiblement à M. Joly. Non, je voulais le dire, excusez-moi, M. Varachin, mais dans le feu de l'action, j'ai omis de le dire, c'était sûrement... Voilà, donc qui a dit. Mais en effet, cet espace, actuellement, il nous intéresse, puisque en France, il y a une réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est en cours et qui a une définition totalement administrative des réalités, puisque nous devons nous organiser dans un ensemble académique ou interacadémique, et que nous soyons en Haute-Savoie, à Annemasse, à Annecy, ou que nous soyons à Limoges, nous sommes traités exactement de la même manière. Alors que nous savons tous qu'un espace, c'est un espace vécu, c'est un espace construit, c'est un espace conscientisé qui est là devant nous. Donc nous nous efforçons, à notre échelle nécessairement modeste, par rapport à ce qui vient d'être dit, de construire cet espace. Donc nous nous y efforçons dans un cadre transfrontalier, il faut bien le dire, qui est très spécifique. Nous parlons du frontalier, mais il n'y a pas deux frontaliers qui se ressemblent. Le nôtre, par exemple, c'est un frontalier francophone, aussi bien avec la Suisse d'ailleurs qu'avec le Val d'Aoste. Donc dans ce cadre-là, il y a des structures déjà qui existent autour de la francophonie et qui pourraient être d'ailleurs le support d'une action certes autour de la langue, de la culture, mais des intérêts économiques. Je vois dans le Val d'Aoste, par exemple, on nous demande d'intervenir également pour soutenir la dynamique économique de ce territoire et essayer de nouer des relations entre entrepreneurs italiens et entrepreneurs français. Avec la Suisse actuellement, outre ce qui a été évoqué par Laurent Dutoit, il y a également un projet de développement à Annemasse qui est en train de se mettre en place, qui pourrait donner une réalité extrêmement concrète, en fait, à ce rapprochement franco-suisse qui est là. Donc tout un ensemble de projets, je crois, s'échafaudent aujourd'hui. Et pour terminer, dans le cadre de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, avec le soutien à la fois de l'Assemblée des Pays de Savoie et de la région Rhône-Alpes, donc également, nous nous efforçons de faire émerger un projet où Lyon, Grenoble, l'Université de Savoie et des établissements suisses pourraient se retrouver. Je crois que le ministère est en train de nous entendre actuellement. Merci beaucoup. Il y a là, et puis là, madame. Oui, moi je voudrais juste revenir la question qui était posée tout à l'heure sur finalement quels intérêts dans le cadre de la transition énergétique on pourrait trouver à collaborer, puisque le thème était autour de la transition énergétique. Et pour moi, ce qui m'apparaît clairement et que j'ai mentionné ce matin, c'est la question du CO2. À partir du moment où la Suisse a décidé de sortir du nucléaire, ça veut dire, et ça a été montré ce matin, à un moment donné, reprendre la production d'électricité à partir de thermique, donc la question du CO2. Sur cette question du CO2 et de l'utilisation du CO2 comme une matière première, on a sur la région Rhône-Alpes des acteurs dans le domaine de la chimie, à la fois dans le monde académique et dans le monde industriel. On a des acteurs de l'énergie avec des nouvelles approches énergétiques. Donc on a un ensemble d'acteurs qui peuvent trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on va avoir en Suisse des gens qui ont cette problématique du CO2 qui arrive de plein fouet, qui est une question qui en France, avec l'utilisation du nucléaire, est un peu moins présente. On a en France des compétences à la fois industrielles, académiques. Donc là, on a quelque chose, un creuset, où on est capable de développer des technologies en allant jusqu'au démonstrateur, parce que la vraie question, c'est quand même de faire la preuve à un moment donné à une échelle industrielle, et ensuite d'apporter ces technologies à l'international dans une offre collective. Donc là, je pense qu'il y a un vrai sujet qui réunit. Pourquoi je parle d'énergie ? Parce que
Le CO2, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un puits thermodynamique, c'est-à-dire qu'il faut apporter de l'énergie pour transformer le CO2. Donc il nous faut de l'énergie, il nous faut de la compétence, qu'elle soit chimie ou bio, si on veut s'inspirer de ce que fait la nature. Il nous faut des acteurs industriels, du financement. Et là, on a peut-être un creuset d'acteurs permettant d'apporter des solutions. Merci beaucoup. On prend encore un feedback et puis après je retourne au panel, s'il vous plaît. Monsieur Gillet a cité tout à l'heure le livre Diamant alpin. Il se trouve que je suis un des co-auteurs avec Alain Mérieux et Agnelli. J'étais co-auteur en tant qu'ancien conseiller d'État du canton de Genève. Et le diamant alpin, c'est un espoir, c'est une logique. Mais lorsque vous posez la question, y a-t-il un besoin? Nous nous trompons régulièrement d'échelle sur le plan régional. Et je m'en vais, ça mériterait presque une conférence, on peut en débattre pendant longtemps. Mais mesdames et messieurs, soyons réalistes. Vous parlez de la Suisse romande et de Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, c'est un immense pays, c'est aussi grand que la Suisse. Et dans nos relations régulières, c'est pas tout Rhône-Alpes. Les relations, c'est pas Genève, Lyon, Grenoble et encore plus loin. Il y a d'abord des relations de proximité. Et réussissons-nous les relations de proximité? Réussissons-nous les relations de proximité lorsqu'on parle, par exemple, de l'arc lémanique? Et lorsque les Suisses parlent de l'arc lémanique, ils en parlent comme si le Léman n'avait qu'une rive. Que se trouve-t-il de l'autre côté du Léman? Il y a des centres de recherche extrêmement intéressants. Les universités de Paris sont présentes de l'autre côté du Léman. Que disons-nous de ces puissances-là, de ces richesses-là? Rien. Rien, parce que la politique régionale, en général, se déploie à partir du centre de notre village et on conçoit la région à partir de chez soi. Et évidemment, ça ne donne pas toujours les résultats attendus. Moi, je suis ravi que le directeur de l'Institut de Savoie-Tacnelac du Centre de l'énergie solaire soit là. Mais monsieur le directeur, avec le grand respect que j'ai pour vous, je dois reconnaître qu'à Genève, pendant des années, j'ai constaté qu'on ignorait votre existence. On ignorait votre existence, alors même que nous nous proclamons en tant que ville capitale mondiale de l'environnement. Non, nous n'utilisons pas, mesdames et messieurs, toutes les synergies que nous pouvons avoir entre les uns et les autres. Alors un événement comme celui d'aujourd'hui est précieux. Il est précieux, c'est une prise de conscience, on est relativement satisfait, il y a eu des messages politiques. Par quoi sont-ils suivis ensuite? Bien, il en reste quelque chose. Souhaitons que quelque chose de concret arrivera, on verra quelque chose. Mais soyons peut-être modestes et repérons quelques actions concrètes que nous pouvons faire. Et sortons peut-être de certaines, comment dirais-je même, hypocrisies. Et je vais terminer sur un exemple qui vous fera, sourire à façon de parler, et ce qui vous montrera en tous les cas que j'ai un certain sens de l'autocritique. Vous savez, à Genève, nous avons décidé que d'ailleurs c'est dans notre constitution, que nous avons renoncé à l'énergie nucléaire. On n'a pas attendu Fukushima pour cela. On a renoncé à cela il y a bien longtemps. Et puis après, on s'est dit, mais c'est quand même curieux, on renonce à l'énergie nucléaire en tant que centre de production. Mais il n'était pas interdit d'en consommer. Mais comme certains acteurs nous interpellaient et considéraient que ce n'était pas très logique, nous avons interpellé notre fournisseur d'énergie, qui s'appelle EDF, pour leur dire, écoutez, maintenant, veuillez nous produire, nous donner, nous fournir de l'énergie renouvelable, identifiée renouvelable. Autrement dit, en termes clairs, ça veut dire, donnez-nous de l'hydroélectricité, et puis gardez votre nucléaire. Alors, mesdames et messieurs, quand vous connaissez la configuration du canton de Genève, ça veut dire que des gens qui se voyaient depuis leur balcon, de chaque côté de leur balcon, eh bien, on a, si tant est que les watts peuvent être identifiés de cette manière-là, on a à ce moment-là eu des watts qui étaient renouvelables d'un côté de la frontière et puis qui avaient un autre aspect de l'autre côté de la frontière. Alors voyez-vous, c'est bien d'avoir des grands projets, mais dès lors que les Suisses n'avaient plus du nucléaire que l'EDF fournissait, mais de l'hydro, et que les gens d'Annemasse, qui étaient de l'autre côté, qui pouvaient les voir par la fenêtre, recevaient à ce moment-là du nucléaire, où allons-nous? Je termine tout de suite, vous inquiétez pas. Mais à ce moment-là, où allons-nous? Alors c'est, encore une fois, moi je me réjouis de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Vous avez fait, mesdames et messieurs, et l'Université de Lausanne a fait la démonstration que nous avons un potentiel. Il s'agit de l'utiliser, il faut dépasser les discours, il s'agit d'avoir des projets bien précis et nous pouvons en avoir toute une série. On a surfé sur la sortie du nucléaire et puis, monsieur Gillet, vous l'avez dit tout à l'heure encore, on va en sortir le mieux possible. C'est bien un forum sur l'innovation et je termine là-dessus. C'est bien un forum sur l'innovation. À partir de là, nous avons le devoir dans les universités, les écoles polytechniques,
d'être innovant dans tous les domaines et dans toutes les sources énergétiques. J'ai fait des combats contre le nucléaire à certains égards, mais il faut absolument que l'innovation n'exclue aucune source énergétique, y compris le nucléaire. Il ne s'agit pas de savoir si on en sortira bien, mais on passera par l'innovation. Merci beaucoup. Alors, je crois maintenant on doit laisser répondre le panel parce qu'il y a quand même certaines personnes qui ont été adressées, notamment M. Joly. Alors, je vous passe la parole et puis on va voir. Et puis, il y a d'autres... voilà, c'est noté. Mais s'il vous plaît, d'abord le panel. Je suis d'accord avec vous. Je pense que enfin, personnellement, peut-être ça existe, mais je pense qu'on manque effectivement d'une analyse fine qui est très bottom-up, c'est-à-dire d'identifier très pragmatiquement, dans ces thématiques qui nous intéressent, où sont très précisément les complémentarités, c'est-à-dire où est-ce que à des endroits on peut faire que 1 + 1 ça va faire plus que 2, et puis déjà commençons par nous connaître, parce que comme vous l'avez dit, un certain nombre d'acteurs suisses ne nous connaissent pas. Je vous rassure, il y en a qui ont bien identifié que l'INES existait, hein, puis la preuve c'est qu'on a des collaborations avec un certain nombre de sociétés suisses, mais bon, et donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui manque probablement. Je pense qu'il faut à la fois ça c'est l'aspect bottom-up, c'est-à-dire une cartographie précise. Alors peut-être qu'elle existe, hein, je ne suis peut-être pas allé voir précisément. Donc, et puis d'autre part, je dirais une approche, plutôt top-down quand même, c'est-à-dire une vision stratégique qu'on puisse quand même échanger. Et la vision stratégique, je rejoins ce que disait Denis Varachin, elle peut résulter effectivement de notre géographie, de ce qu'on peut échanger en commun, c'est-à-dire et puis des besoins précis de ces territoires, parce qu'on ne fait pas de l'énergie pour faire de l'énergie, on fait de l'énergie pour répondre à un certain nombre de besoins. Et donc, on a partagé l'hydraulique. Et l'hydraulique, pour nous, les gens du solaire, en termes de stockage, le pompage-turbinage, ça peut jouer un rôle essentiel. Donc, alors, ça suffira pas. Il y a d'autres moyens de le faire. Il y a effectivement, comme l'a dit Madame tout à l'heure, qui est partie, je pense, peut-être des choses à regarder sur le stockage du CO2, c'est-à-dire effectivement dans le domaine de l'énergie et des éco-industries globalement, où précisément qu'est-ce qu'on a à faire ensemble qui va faire de la synergie. Je pense que c'est important de partir du besoin et pas partir dans la théorie de dire bon, c'est bien, on est voisins, ce serait bien qu'on travaille ensemble. Je pense qu'il faut effectivement travailler ça, labourer, on va dire, le terrain pour aller plus loin. Ouais, je pense qu'il faudra une fois faire un inventaire et puis voir ce qui existe. Mais je crois qu'il y avait d'autres. Laurent Dutoit, s'il vous plaît. Oui, par rapport aux questions qui ont été citées, hein, par rapport notamment aux inventaires, je pense qu'on a déjà des tonnes d'inventaires. Mais ce qui est extraordinaire avec ces tonnes d'inventaires, c'est qu'ils sont tous moins utilisables. Ils sont tous pas utilisés, voire pas utilisables, ce qui est encore pire. J'en ai 2-3 exemples en tête, en tout cas, parce que c'est extraordinairement difficile d'avoir un inventaire exhaustif, on n'y pense même pas. Et surtout, je dirais, on peut avoir les éléments quand ils apparaissent dans des statistiques au niveau national, voire régional, etc. Mais le plus intéressant, je reviens à ce que je disais avant, c'est justement toute cette collaboration informelle. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elle est extraordinairement riche. Il y a énormément de collaboration entre la partie lémanique, Suisse romande, et la région Rhône-Alpes, mais elle n'apparaît pas. Elle est peu visible finalement. Il y a des éléments qu'on peut ressortir, hein, on a eu des exemples ici, mais finalement elle est assez peu visible. Et ça me questionne quand même passablement, et M. Hegyi en parlait avant, mais il y a quand même, ça fait des années qu'on parle de transfrontalier, alors ça c'est la région peut-être proche, ou de coopération régionale, et je me dis qu'on n'est pas forcément beaucoup plus intelligent qu'il y a quelques années en arrière. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à matérialiser véritablement cette région, alors que nos amis balois ont une région qui est beaucoup plus intéressante, qui est beaucoup plus intégrée. Imaginez, on a une carte étudiant, on a une carte étudiant de son université, mais on a aussi une carte étudiant qui permet d'aller tant en France qu'en Allemagne. Alors, est-ce que le vecteur de la langue française est plus faible que le vecteur de la langue allemande? Je ne le souhaite pas, mais en tout cas, ça pose quand même pas mal d'interrogations. Et je voulais aussi venir sur un fait qui m'avait beaucoup marqué à une époque où j'étais élu dans une commune en Suisse, et on était une commune frontalière. Et ce n'était pas sur le CO2, c'était sur le bruit. C'était au moment où la Confédération émettait ces normes de bruit autour des aéroports, car il y avait un aéroport pas très loin où j'habite. Et il se trouve qu'on devait voter sur le canton et par commune les zones de bruit.
Il se trouve que la frontière française, qui se situait à 200 mètres, 500 mètres, enfin vraiment à côté, c'était une zone grisée. Là, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait frappant d'avoir des réflexions nationales sur des enjeux pareils. Et je pense que probablement l'énergie est un enjeu sur lequel on devrait avoir une réflexion régionale. Mais comme l'a dit M. Gillet, je pense que la grande complexité aujourd'hui, c'est que l'énergie, c'est un énorme marché quelque part, en tout cas en termes d'enseignement supérieur, où nous voulons tous être sur la photo. Et donc être amis tout en étant en compétition, c'est quelque chose qui n'est pas toujours aisé et facile. Et c'est pour ça que quelque part, il faut une conjonction de faits pour réussir à signifier cette région. C'est-à-dire que c'est pas que des structures qui peuvent être lourdes et parfois redondantes, c'est aussi des relations, c'est des institutions qui doivent s'engager, c'est du politique. Donc il faut une conjoncture de beaucoup de faits, mais enfin, il y a beaucoup d'interrogations encore. Merci. Il y a Philippe Gillet qui aimerait dire quelque chose, et puis après il y a Claude Comina qui essaye depuis longtemps de dire quelque chose. Et puis peut-être après, donner la parole à Claude Comina alors. Claude, tu veux dire quelque chose? Merci beaucoup. Oui, Claude Comina. Je suis un homme de communication politique d'abord. Je suis venu pour écouter la transition énergétique et j'ai été très très content et satisfait de voir les différentes interventions. Maintenant, on parle d'aller plus loin. On a eu le symbole des ministres qui ont fait le déplacement jusqu'ici. J'ai trouvé assez extraordinaire. Je ne sais pas qui a réussi ce coup de force à faire en sorte que 2 ministres se déplacent aujourd'hui à Lausanne au même moment. C'est déjà un bon coup de force. C'est un symbole. Il faut surfer là-dessus. Ces ministres sont peut-être prêts à tout. En tout cas, chaque fois que j'ai discuté avec les politiques, ils ont toujours le mot pour lancer les grands projets. Et après, ils disent toujours qu'ils n'ont pas les moyens. Mais en fait, ce que j'ai eu aujourd'hui, en tout cas cet après-midi et ce matin, j'entends beaucoup d'offres. J'entends beaucoup d'inventaire de ce que vous offrez, chacun d'entre vous, chaque partenaire. Faites voir une fois l'inventaire de ce qui manque. Et au lieu de se plaindre à Paris ou de se plaindre à Berne, allez voir si vous ne trouvez pas de l'autre côté de la frontière, peut-être quelqu'un qui pourrait compléter votre projet. Parce que c'est beaucoup plus facile de trouver un partenaire dans le village d'à côté, dans la région d'à côté, plutôt que de le trouver dans une capitale où vous n'avez que des ennemis ou des partenaires qui veulent manger l'argent de votre gâteau. Moi, je vois ça de manière que les régions prennent le pouvoir. Et le pouvoir, ce n'est pas forcément les moyens, c'est l'intelligence de mettre en cause, ensemble, non seulement notre offre, mais nos lacunes. Et à mon avis, ça, c'est la voie pour, je veux dire, le projet concret. Recréer un événement, vous l'avez prouvé, c'est possible. Mais il faut un projet concret maintenant. Madame Julien l'a dit parfaitement bien. Elle a dit très bien, elle est arrivée avec un projet concret. On a un problème commun, on a des compétences pour le résoudre, mettons-nous ensemble. Avec ça, on peut monter chez les ministres et vous trouverez certainement des moyens, parce que c'est très concret. Par contre, toujours mettre en évidence votre offre, si positive soit-elle, et je le reconnais, ça ne fait pas avancer Schmidblick, comme on dit normalement. C'est donc un projet concret au niveau des échanges, au niveau des bourses étudiants, au niveau des échanges d'entreprises, au niveau des échanges de start-up. Et il y a quand même, on parle de Rhône-Alpes, le seul territoire ou espace commun, c'est le Rhône. C'est le seul, et ça marche dans certains domaines, puisque vous avez des associations de chants rhodaniens. Alors les chanteurs arrivent à se mettre d'accord et à créer des événements transnationaux, et les chercheurs, qui ont beaucoup plus de moyens et d'innovation, n'y arriveraient pas. Je crois qu'il vous faut vraiment mettre en évidence ce qui vous manque et aller le chercher en n'étant pas assisté par les capitales respectives. Merci beaucoup. Alors, gentiment, on arrive, disons, les mesures à entreprendre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, moi, je reprends la balle au bon. Là, moi, j'ai bien compris l'histoire du CO2. Je me bats depuis pas mal de temps pour qu'on en fasse un programme qui n'est pas juste suisse, parce que c'est pas une problématique suisse, mais on a la chance unique de pouvoir faire une démonstration ici, parce qu'on va rouvrir une centrale à gaz dans le canton du Valais. On va essayer de capturer ce gaz en sortie de centrale. On va essayer de le réinjecter dans des réseaux urbains. On va essayer d'utiliser le réseau de gaz pour transporter le CO2 vers des entreprises de chimie qui pourraient éventuellement s'en servir comme ingrédient chimique pour faire des biofuels, des choses comme ça. Des endroits comme ça, il n'y aura pas N en Europe où on pourra le faire. Et je pense que c'est des choses qu'on peut faire. Alors j'espère qu'il y a des territoires de l'autre côté de la frontière, côté français, où on pourrait faire des choses comme ça. Mais il y a des choses qu'on va partager très rapidement. L'hydroélectricité, on ne va pas en faire beaucoup plus.
D'accord ? On ne va pas en faire beaucoup plus. Hein. En Suisse, on va augmenter de quelques pourcents la capacité de génération d'électricité. Mais les enjeux, ce n'est pas la capacité supplémentaire de faire de l'énergie hydroélectrique, c'est de la faire à meilleur marché, c'est de la faire de manière soutenable en termes de technologie, c'est de la faire de manière à préserver l'environnement, de la faire sans risque écologique. Et ça, c'est des recherches qu'il va falloir faire. Ce n'est pas du développement juste de faire plus d'électricité, c'est de le faire autrement, mieux, technologiquement propre, etc. Parce qu'actuellement, c'est quand même assez sauvage. Hein, on suit rien, en fait. Hein, on fait un barrage et puis on suit que très, très modérément, on va dire, l'impact sur l'environnement et sur l'aménagement du territoire. Donc moi, je prends la balle au bon sur le démonstrateur, sur CO2, sur l'hydroélectricité. Puis, juste pour terminer, il y a un truc qu'on partage quand même entre Rhône-Alpes et en tout cas le canton de Vaud, le canton de Genève et le canton du Valais, c'est le lac. D'accord ? Ce lac-là, je ne sais pas si vous avez vu les résultats qu'on a sortis il y a peu de jours sur la pollution de notre lac commun, sur les plastiques. C'est comme la Méditerranée. Et là aussi, il y a de l'innovation technologique à faire sur la protection des lacs, sur la protection de la ressource en eau, sur la protection... Et ça, c'est un objet commun. Celui-là, on a du mal à se le partager parce que les courants nous le mélangent bien. Et là aussi, moi, ça fait depuis que je suis en Suisse, je me dis, mais pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose entre Rhône-Alpes et la Suisse romande sur le lac ? Ce lac qui nous sert de source d'énergie. Nous, par exemple, à EPFL, on a des pompes à chaleur dans le lac. Plein de communes ont des pompes à chaleur dans le lac. C'est un démonstrateur extraordinaire, ce lac. C'est un démonstrateur extraordinaire. Faisons-en un objet d'étude et d'innovation technologique. Merci. J'aimerais demander le panel. Alors là, on a deux propositions de coopération possibles. Est-ce que vous voyez d'autres possibilités de coopération entre les deux régions ? Et puis j'aimerais après aussi demander les gens ici dans le public, mais est-ce que de votre côté, il y a concrètement des projets que vous pensez que ça vaut la peine qu'on ait une coopération au niveau des deux régions ? S'il vous plaît, qui aimerait répondre à cette question ? Ça peut être des projets de faire des démonstrateurs, ça peut être des projets aider des PME, etc. Hein, alors ça peut être des projets dans le sens large. Éric Plin. Ou Monsieur Joly. Oui, bon, j'ai déjà parlé je pense des technologies de base du photovoltaïque. Je pense, alors c'est des discussions qu'on a en cours avec nos amis allemands, mais je pense que ce serait intéressant d'associer la Suisse, qui peut apporter des choses. Sur en particulier, alors je m'excuse, je parle de silicium, mais bon, peut-être ça peut se déployer ailleurs, parce que bon, par exemple les technologies à colorant, j'en sais rien, mais là on est peu actifs nous, donc j'ai plus de mal de me déployer là-dessus. Mais de toute façon à EPFL, enfin à Neuchâtel, il y a un pôle important avec lequel on travaille beaucoup et qui est associé fortement au groupe Meyer et Burger sur les technologies haute performance. Alors, on discute beaucoup avec nos amis allemands là-dessus, mais je pense que ça ferait sens d'essayer de prendre une initiative dans laquelle, effectivement, la Suisse et la France et l'Allemagne pourraient être associés. Alors, c'est quelque chose qui déborde l'axe purement franco-suisse, là, ou rhône-alpin, suisse romande, mais je pense que c'est aussi un sujet qu'on peut amener sur la table. Et j'en vois un autre, c'est celui, alors beaucoup plus en aval, et on l'a évoqué ce matin dans les smart grid, on en a reparlé avec l'opérateur suisse, donc j'ai oublié le nom, je m'excuse, ce matin. Non, groupe E, donc groupe E, pardon. Monsieur Moron. Et donc sur tout ce qui est la problématique de la gestion de l'intermittence, et donc finalement un système intelligent qui associe la gestion de la demande et donc la meilleure gestion, on va dire, du réseau électrique, mais à une échelle, je dirais, locale, hein, donc à une échelle très très locale, qui associe les différents éléments locaux et qui crée finalement quelque chose qui est très en vogue actuellement et qui permettrait aussi derrière de développer du potentiel industriel. Bon, ça, c'est un autre sujet qui me vient spontanément en tête et qui rejoint ce que développe la région Rhône-Alpes, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, dans les initiatives Rhône-Alpes de TEPOS. Ouais, on prend note de tout ce que vous dites et puis on va voir ce qu'on va faire. Éric Plin, s'il vous plaît.
Oui, ben, quelque part aussi, un besoin commun et où on peut collaborer, c'est typiquement, on veut adresser les marchés globaux, puisqu'on a vu que finalement l'énergie, c'est mondial. Tout le monde se positionne, donc tout le monde fait de l'énergie, tout le monde est dans les smart grids, tout le monde fait du stockage. Donc finalement, le bruit de fond médiatique ou le bruit de fond dans le domaine est extrêmement fort. Donc si on veut vraiment planter un drapeau et dire on est bon dans un domaine et on peut identifier à une région géographique, je pense qu'effectivement, au niveau de la visibilité et de la communication, là, il y a quelque chose à faire et ça peut aller relativement vite. Il y a une dizaine d'années, il y a eu l'Euro BioCluster Sud qui passait par Lyon, de Barcelone à Munich pour les biotech. C'était un petit peu la même chose. La seule chose, c'est que ça s'est arrêté au niveau de la communication, ça n'a pas été plus loin. Deuxième point, quand on regarde la discussion qu'on a aujourd'hui sur l'innovation, on reste beaucoup sur l'innovation au niveau du début de la chaîne, recherche fondamentale, recherche appliquée, puis après on a le pilote de laboratoire, le pilote industriel de marché. Aujourd'hui, on a parlé quasiment que du début de cette chaîne-là, qu'on a dans nos têtes comme finalement une sorte de séquence ou un processus linéaire qui n'est vraiment pas le cas, puisque c'est vraiment un écosystème. Mais on a très peu parlé du fin de la chaîne, donc comment finalement on peut valoriser cette innovation. On doit continuer à la développer, on doit continuer à générer, à faire de la recherche fondamentale, mais on doit aussi valoriser. Et de ce côté-là, comment est-ce qu'on peut le faire ? Typiquement, on peut le faire déjà en créant la confiance. Et il y a un programme qui a démarré, qui est Courant 812, qui a été lancé à Lyon ce printemps, qui est finalement un échange entre les entrepreneurs des deux côtés de la frontière, où un entrepreneur, un chef d'entreprise, va passer une journée, un Suisse va passer une journée chez son homologue français et vice-versa, de manière à bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont ses problématiques, et créer finalement une certaine collaboration. Donc ça, c'est au niveau vraiment de l'industrie, et on peut remonter petit à petit par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, si on arrive à je dis peut-être n'importe quoi à chaud, mais à une vision en disant, quelque part, on a des instituts extrêmement forts des deux côtés de la frontière. EPFL, il suffit de regarder sur le panel ici, EPFL, CEA, INES, TNR10, IFP et autres. On a ces instituts au niveau de la recherche, on est bon. L'innovation, on est bon. Par contre, où on est peut-être un petit peu moins bon, c'est au niveau, effectivement, de faire ces démonstrations. On a vu qu'on a une région qui pourrait le faire, qui a une certaine géopolitique qui permet de le faire. Et puis de l'autre côté, on a du côté de Rhône-Alpes aussi une force extrêmement forte au niveau de l'industrie, donc une puissance industrielle qui est très forte, de même des promotions économiques qui sont déjà à travers le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas justement à partir du bout de la chaîne, de valoriser ce qui existe déjà, et puis après on remontera par rapport à l'innovation qui est générée. Ouais. Et puis peut-être, si je continue, M. Barbet, en principe, vous commencez au canton de Vaud maintenant avec soutien de l'innovation. Pourquoi il n'y aurait pas un échange avec les services qui font la même chose de l'autre côté de la frontière? Certainement, je rebondis là-dessus et sur ce que disait Éric Plan. Dans le concret, c'est finalement la conversion des innovations en réalité économique qui est la mesure du succès de ces innovations. Et quelque part, c'est ça qui doit nous guider, c'est est-ce qu'il y a un appel du marché sur un produit ou une nouvelle technologie. Et la difficulté qu'on a peut-être dans ce domaine spécifique, c'est qu'il y a tellement de contraintes et de résistance au changement à cause des aspects régulatoires, des aspects chaotiques de ce domaine, qu'il faut donner un coup de pouce supplémentaire aux entreprises, aux startups qui sont créées autour de ces technologies. Et une façon de le faire, ce serait peut-être un mécanisme d'échange, effectivement, quelque part, en échangeant un marché, en soutenant l'activité de deux entreprises de manière croisée entre les deux régions pour lui donner davantage d'opportunités de tester, de démontrer son produit. Alors j'espère bien que la journée aujourd'hui a aidé un peu à établir les contacts. Philippe Gillet, il y a encore une remarque. Juste pour rebondir sur ça, parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu dans mon introduction, je pense qu'il y a des choses où on n'est pas dans les marchés à 2 ans, 3 ans, on est dans des marchés à plus long terme. Les marchés économiques, j'entends, et des marchés d'innovation, c'est les pays émergents francophones. À un moment donné, si on veut le faire, c'est maintenant, quoi. Il faut pas. Et ils vont partir sur les nouvelles technologies. Alors les grands pays émergents qui sont déjà sortis, la Chine, l'Inde, ils vont continuer à faire du mix énergétique, à faire du nucléaire, etc. Mais il y a tout un continent, l'Afrique, etc. Plus 2 ou 3 autres pays francophones. Je dis toujours, on est 200 millions de locuteurs français en ce moment dans le monde. Il y en aura 850 dans 30 ou 40 ans. Ils seront pratiquement tous en Afrique. Donc là aussi, on a des marchés d'innovation, des marchés de technologie qui sont celles qu'on discute aujourd'hui, le solaire, l'aménagement des fleuves, le mix énergétique, l'absence de réseau, de l'intermittence de réseau, c'est tous ces mots-clés-là, ils sont là. C'est les marchés de demain, là, il faut qu'on regarde ces marchés-là. Et là, on a une force extraordinaire, c'est d'avoir une langue commune et une culture commune. Oui, Philippe.
Oui, merci. J'aimerais faire un commentaire qu'on a aussi discuté un peu dans les couloirs, qui reprend ce que M. Barbet disait, et puis aussi les agences de financement qu'on a eues tout à l'heure, qui financent le début de la chaîne. On va encore un tout petit peu plus loin. On va avec les incubateurs, on en a un, on va jusqu'à la start-up, et puis ensuite on lâche les gens dans le monde darwiniste de la finance. Et les inventeurs ne sont pas obligatoirement des financiers, et vice-versa le contraire. Et là, on peut quand même se poser la question, et c'est ce que vous suggérez, je pense qu'on ne va pas inventer ça d'une seconde à l'autre, parce qu'il faut un certain darwinisme et un tri de ce qui a des chances de réussir ou non, mais juste de ne pas avoir, en tout cas l'expérience pratique que j'ai eue avec deux collègues qui ont un financement externe, donc des capital ventures qui ont pris le dessus, et au bout d'un moment, on lui a dit ça va bien, maintenant on vous a vendu en Corée, si vous allez en Corée, vous êtes notre employé, si vous n'allez pas en Corée, vous restez à la maison. Et les gens ne sont pas prêts à ça. Et je pense qu'on a eu une expérience cuisante, entre autres dans le processing des silices, du silicium, qui évoque ces choses. Donc, et M. Cortet parlait aussi de ça. C'est très juste, si je peux encore mentionner quelque chose. Donc il y a ces nouveaux prêts de type early qu'on met en place maintenant, qui sont justement là pour remplir ce manque qui existe à ce stade de développement, qui se trouve à 12, 18, 24 mois après la création d'une start-up, en lui accordant un prêt, donc avec un effet non dilutif, pas avec une prise en capital dans l'entreprise. Et ces prêts portent en eux un assez grand espoir d'accélérer le développement des startups les plus prometteuses dans la région. Alors je ne peux pas encore vous donner de résultats puisqu'on commence maintenant, les premiers seront attribués cet été, mais j'espère bien que d'ici 1 an ou 2, on aura un bilan qui est très positif. Alors, avant de terminer, puis je viens tout de suite, alors vous auriez encore 1 minute, chaque personne ici sur le panel, pour dire 1 minute pour dire le to-do. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de ce que j'ai entendu? Quelles sont les mesures concrètes? Mais avant de ça, j'aimerais quand même encore une fois, est-ce qu'il y a des propositions de votre part que vous dites, ça c'est des trucs qu'on n'a encore pas discuté, il y a une coopération possible qu'on pourrait faire, s'il vous plaît? Alors c'est la dernière possibilité de venir avec des idées. Merci Jacques Bourgon-Holcim. Donc on a parlé d'offres et puis on a posé la question est-ce qu'il y a une demande. Donc moi je dirais en tant que groupe international, oui, il y a une grande demande dans le domaine énergétique et dans le domaine de la réduction du CO2 et des gaz à effet de serre. Moi je voudrais placer ce débat, et je crois qu'il y a eu des présentations très intéressantes aujourd'hui qui se recoupent, c'est aller au-delà de l'axe rhône-alpin. Je crois que dans l'axe rhône-alpin, effectivement, il y a des ressources naturelles, Philippe Gillet l'a commenté, mais il y a surtout un grand capital intellectuel, avec les universités, les centres de recherche. Et je crois que ce capital, il faut l'utiliser dans une vision mondiale. De part et d'autre de la frontière, il y a des groupes internationaux qui, depuis de longue date, ne parlent plus le français d'ailleurs, et qui ont une vision internationale. Je crois que si on veut lancer un programme d'une plus forte collaboration entre la France et la Suisse autour de l'axe rhône-alpin, il faut se fixer 2 objectifs. Et il faut fixer des objectifs quantitatifs. Un exemple, Société 2000 watts, c'est quelque chose qui parle à la population et c'est également quelque chose qui parle à des industriels et à des gouvernements. Parce qu'il y a un objectif qui est chiffré. Et le deuxième axe, Madame Julien l'a commenté, c'est la réduction du CO2. La question maintenant de comment passer de la phase innovation à la phase application, on va dire industrielle, et donc d'aller jusqu'à la mise en place des solutions, c'est s'inscrire dans un cadre pérenne. Il est très difficile pour une entreprise, et en particulier au travers des turbulences économiques que nous connaissons, d'assurer le support auprès des centres de recherche et des universités quand on traverse ces zones de turbulence. Donc il faut qu'on arrive avec les politiques à mettre en place des programmes de travail où on ait à la fois une vision à long terme, mais aussi des résultats à court et moyen terme, ce qu'on appelle en anglais les low-hanging fruits, de façon à pouvoir démontrer une certaine crédibilité avec les programmes. Moyennant cela, je crois qu'il faut également faire beaucoup de communication auprès de la société. Nous l'avons vu aujourd'hui, la société aujourd'hui n'est pas prête à mettre du solaire, à mettre de l'éolien,
Tout le monde veut réduire la consommation énergétique. Et donc là-dedans, il faut aussi parler de communication. Et je crois que c'est un point important si vous voulez réussir dans votre mission. Mais d'avance, soyez bien sûr que l'industrie dans son ensemble a une demande pour la réduction de la consommation énergétique, pour autant qu'elle soit pérenne, et évidemment l'objectif global de réduction de CO2. Merci. Merci beaucoup, et puis merci aussi pour la remarque que les industries aujourd'hui, souvent ça ne parle plus le français, c'est l'anglais, mais on a appris aussi la semaine passée que la France a décidé d'avoir les cours en anglais, même à l'université, alors c'est une révolution française. Alors, s'il vous plaît, on est presque au bout. J'aimerais donner la possibilité maintenant au panel, vous avez 1 minute, puis s'il vous plaît, c'est 1 minute, parce que sinon il y a l'apéro donc on va. Alors, cette fois, on a commencé de ce côté chez M. Barbet, on va commencer cette fois chez M. Gillet. Alors, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire moi? J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Quelles sont les prochaines étapes que je pourrais faire pour que justement cette coopération entre les deux régions a vraiment un futur? S'il vous plaît. Pour moi, ça va être moins d'1 minute. J'ai bien entendu les messages, et en particulier le dernier. Moi, je propose qu'on travaille très rapidement sur la problématique du CO2, qu'on regarde ça concrètement, qu'on essaye de voir comment amener des industriels des deux côtés de la frontière, autour de laboratoires de recherche qui peuvent faire des choses conjointes. Pour moi, c'est un des premiers objectifs. Le deuxième, qui est plus économique pour moi, c'est que les marchés, ils ne sont pas chez nous, ils ne sont pas en Suisse, ils ne sont pas en Rhône-Alpes, et vous le disiez, ils sont internationaux. Et moi, je pense qu'une cible sur les pays émergents, et en particulier les pays francophones émergents, me semble être vraiment quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Merci beaucoup. Jean-Pierre Joly. Oui, moi j'ai une suggestion assez simple, c'est celle de effectivement identifier, enfin on en a déjà identifié quelques-uns, mais il ne faut pas en prendre trop, de sujets précis avec un questionnement précis. Et puis effectivement, parce que moi j'ai pas eu l'occasion de le faire pour l'instant, de se réunir entre nous, c'est-à-dire entre un certain nombre d'acteurs, que ce soit donc des acteurs comme nous qui sont plutôt de la recherche publique, donc sur un sujet précis, les acteurs industriels ou les PME qui veulent bien s'associer à la démarche, bon, c'est ceux qui ont envie, et puis finalement d'échanger pour effectivement déjà se connaître, et puis ensuite à partir de là, réfléchir effectivement aux choses qu'on pourrait faire ensemble sur des collaborations précises pour traiter les problématiques précises, c'est-à-dire à la fois au niveau technique, c'est-à-dire comment on peut travailler ensemble, parce que ça peut être intéressant, effectivement, on va saisir les manques dont on parlait tout à l'heure, et donc dire, voilà, le manque, peut-être que je peux le trouver là, et puis se mettre à travailler ensemble, et ensuite, effectivement, je dirais aussi regarder au niveau des marchés ce qui pourrait être fait ensemble, et au niveau des thématiques de recherche, de qu'est-ce qu'il y a à fouiller ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait fouiller ensemble plus précisément entre laboratoires. Voilà, moi je pense que ça c'est des choses qu'on fait, je dirais, à l'échelle régionale par exemple, avec les pôles de compétitivité en France, mais ça vaudrait le coup de faire l'exercice dans un cadre transfrontalier. Ouais. Merci beaucoup. Éric Plan, 1 minute pour conclusion, prochaines étapes, qu'est-ce que je fais? Merci. Je vais rebondir sur la proposition de Philippe Gillet, où effectivement, c'est les marchés émergents qui sont quelque part à viser aujourd'hui. On a le défaut de nos qualités, c'est-à-dire qu'on a des technologies qui sont chères, qui sont très sophistiquées, et souvent l'utilisateur n'est pas au centre de ce que l'on veut faire. Et si on veut adresser les marchés émergents, si je pense à l'Afrique par exemple, il faut peut-être revenir en arrière par rapport à des produits qui sont avec beaucoup trop de fonctionnalités, qui ont peut-être aussi une qualité qui est un petit peu trop finie. Donc revenir par rapport à ça. Donc je pense que ça c'est une priorité sur laquelle on va se pencher. Et ça on aimerait bien le faire avec les voisins de Rhône-Alpes, parce que c'est clair que la problématique est des deux côtés de la frontière. Et puis la première étape qu'on va faire pour adresser ça, ce sera justement des showcases avec les groupes internationaux pour rencontrer justement ces sociétés, quelles sont leurs tendances, quelles sont leurs technologies, quels sont leurs besoins et quelles sont les compétences qu'on peut mettre à disposition avec nos sociétés et nos instituts. Oui, merci beaucoup. Monsieur Thibaudot, vous avez mentionné au début qu'en principe, il y a une offre pour rentrer dans le KIC Énergie, alors s'il vous plaît. Tout à fait. Je pense que dans toutes les thématiques qu'on a identifiées, c'est clair qu'il y a matière à collaboration, ça me paraît évident. Il faut, je pense, travailler un peu plus quelques thèmes ciblés sur lesquels il y a le plus de potentiel, compte tenu des compétences Rhône-Alpes, Suisse romande. Moi, je peux être très facilement un point d'entrée sur Kikino Énergie
avec le nœud français qui est situé à Grenoble, francophone en plus, de proximité. Et ça peut être un levier en termes de collaboration pour faire rentrer des compétences qu'on a, nous, dans le réseau KIC. Inversement, ça peut être aussi l'occasion pour des laboratoires de la région de rentrer sur des projets KIC existants quand il y a des appels à projets. Donc ce que je demanderais, moi, c'est d'avoir aussi un point de contact pour savoir à qui s'adresser. Voilà, exactement. Ouais. Pour identifier, quand on a un bon projet, avec éventuellement des partenaires à identifier qui sont les plus compétents dans le domaine, ouais. Voir comment on peut compléter cette... Oui, alors ça c'est en tout cas une offre concrète, ce qu'on pourrait faire. Voilà. Merci beaucoup. Laurent Dutoit, la HESSO... Vous pouvez venir directement chez nous. Ah voilà, Éric Plan, alors vous pouvez vous adresser chez Éric Plan, très bien. Laurent Dutoit, en principe la HESSO, qu'est-ce que vous allez faire là pour cette coopération? Ça va peut-être pas être très original, mais je pense qu'effectivement, l'idée de prendre des thématiques précises, mais je dirais que dans le cadre de ces thématiques, et je reprends un peu ce qui a été dit, ce qui est extrêmement important, c'est de se connaître. On ne connaît pas tous les acteurs, on connaît parfois les acteurs au niveau international, etc., avec qui on veut travailler, mais le voisin d'à côté, pour reprendre l'expression tout à l'heure du village d'à côté, on n'a pas forcément la bonne connaissance de ce qu'il fait. Donc d'abord, je pense que la priorité, c'est un peu une redite et ça peut prendre malheureusement parfois un peu de temps parce que nos systèmes font que même si on parle la même langue, on a parfois un peu de la complexité à se comprendre, mais il faut véritablement qu'on se connaisse et surtout réfléchir sur un moyen de projection de la région Rhône-Alpes parce qu'effectivement ce ne sera pas suffisant en tant que région Rhône-Alpino-Lémanique ou Rhône-Alpes Valley, comme vous l'avez dit, vraiment réfléchir à cette projection et je pense que là, il y a véritablement un élément innovant tout à fait intéressant pour le futur. Oui. Alors je pense qu'il faudra faire une fois une sortie de la HESSO à Grenoble, à Lyon, à visiter un peu la ville. Monsieur Tuyot, s'il vous plaît, alors on a vu que la région, elle est très importante dans la production d'énergie, dans le débat national sur l'énergie, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour cette coopération? Alors, je n'ai pas de réponse précise. Hein. Je ne connais pas. Je suis pas spécialiste de ces questions de partenariat. Mais quand même, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on a parlé que d'énergie aujourd'hui sur cette table ronde. On n'a pas du tout parlé d'efficacité énergétique, ou à peine. On n'a très peu parlé d'efficacité énergétique dans le bâtiment et là il y a sûrement un champ très intéressant de partenariat à construire entre nos deux régions, sachant que on a le même besoin, que les démonstrateurs sont plus faciles à mettre en place et que là aussi il y a des marchés économiques très très importants. Oui. Voilà. Et puis justement, il ne faut pas oublier ce qui était mentionné, que les PFL ouvrent à Fribourg justement en principe une antenne qui travaille là-dessus. Et puis là, il y a certainement des contacts après à établir. Exactement. Oui. Monsieur Barbet, dernier à nous dire ce qu'on va faire dans le futur. Moi, je ressors convaincu de la nécessité d'établir des ponts et des relations avec mes homologues, alors non seulement dans les cantons voisins, ce qui était bien évident, mais également dans la région Rhône-Alpes, parce qu'on voit qu'on a finalement des thématiques, des soucis similaires pour les innovations qu'on essaye de pousser en avant. Et je suis aussi convaincu qu'il faut définir certains domaines prioritaires, certains domaines porteurs, qui ont peut-être plus de chances ou de se concrétiser, de nécessité de voir le jour rapidement. Oui, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'abord à tout le panel. N'oubliez pas le chocolat, merci à vous, vous n'avez pas de chocolat, par contre il y a un buffet dînatoire. Alors, en principe, cette session est terminée, mais avant que vous quittez la salle, je passe quand même la parole à Philippe Moréon pour terminer cette journée, je trouve, très intéressante, et puis nous dire alors comment la soirée va se passer. Merci. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup, évidemment, les panélistes, les orateurs, les oratrices, vous tous qui avez participé. C'était un peu une gageure, comme au début, de rassembler des gens pour un projet sur l'énergie à l'université, mais avec les PFL. Et ce qui est ressorti, pour moi, à part toute cette discussion, c'est le besoin, et ça a été évoqué par Mme Julien, qui n'est plus là, je crois,
le besoin d'associer la société. Alors, ça a été dit à de multiples niveaux, la décision démocratique, la vie citoyenne, et ça va marcher seulement comme ça. Je pense qu'on a un enjeu gigantesque, on a des marchés gigantesques. La question est d'avoir un monde équilibré, mais on n'aimerait pas non plus toujours être les dindons de la farce, et il n'y a pas de raison. Donc, une région extraordinairement riche en innovation, en hautes écoles, en cerveau, ça a aussi été dit, mais une région qui doit peut-être améliorer ses capacités de valorisation à certains égards en tout cas. Je vous remercie. Le repas, le buffet dînatoire, l'apéro, et pour ceux qui ne connaissent pas l'université, on va juste sortir sur la place et puis descendre un chemin d'une, je dirais quoi, 300 mètres, 400 mètres. Il fait beau, ça allait bien, et le restaurant est là-bas. Vous pouvez me suivre si jamais.